Émission 661. Cette semaine, X-Men Fantastic Four. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble, la culture populaire. Toute la patente. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je s'accompagne d'une équipe dont les membres savent très bien que ce n'est pas le gouvernement qui va vous microchipper, mais Mr. Fantastic. Je vous les présente à l'instant. La première, à chaque jour, ces midi-chloriens se font aller la trappe. Marilyn Brisebois est avec nous. Salut Marilyn. Allô? Je suis pas sûre que je suis contente que tu dises que j'ai des midi-chloriens. Ben, tu serais une Jedi ou à tout moins un Padawan. Mais ça veut dire que je serais une Jedi dans des films qui n'existent pas. Ah, t'es pas une fan des prequels? Non, T'es pas non, team prequels? non, pas du tout. Du tout, ça n'existe pas. Mais On oui, ils se font aller la trappe. On sera rejoint par Laurent Boutin tout à l'heure, qui va se joindre à nous pour cette semaine. C'est juste une 3 cette semaine. Simon Chénier, ben oui, très intime. Simon Chénier est en vacances. Je crois qu'il revient l'année prochaine. L'année prochaine. Ça se pourrait très bien. La semaine prochaine, je crois que c'est la fin de son mois de vacances. Sinon, je vais faire un petit tease sans vous dire rien de concret, sans rien de spécial, mais il y a une émission spéciale qui est en train de se construire tranquillement. J'en ai même pas parlé à l'équipe, mais il y a une possibilité qui vient de s'ouvrir et je vais pouvoir vous donner des détails bientôt là-dessus. J'en dis pas plus, c'est tout. Je vais teaser. C'est dans les prochaines semaines que vous allez avoir plus de détails là-dessus. C'est intriguant. Ben ouais. Est-ce que je commence avec les nouvelles cette semaine, Marilyn? Ben, vas-y, c'est toi le chef. Ah, moi, y aller avec mon traditionnel, ou ma chronique traditionnelle des grands disparus, parce qu'on en perd encore beaucoup cette année. Et ça m'a fait quand même quelque chose pour les gens qui ne vivent pas au Québec. Peut-être que le nom ne vous dira rien, mais ici, ça a marqué plus d'une génération. Le Québec a perdu un grand homme de théâtre la semaine dernière, de la nuit de mercredi à jeudi. L'acteur Michel Dumont s'est éteint à l'âge de 79 ans. Il a eu une carrière colossale ici au Québec, autant sur les planches au théâtre qu'à la télévision. Il a joué dans plus de 75 pièces de théâtre au cours de sa carrière, dont une soixantaine de spectacles, alors qu'il était à la tête de la compagnie Jean Duceppe. Jean Duceppe, où il a été à la tête de l'organisation pendant plusieurs années, 27 ans, de 91 à 2018. Il a joué également à la télévision, dans Les Bergers, Race du Monde, Monsieur le ministre, Dame de cœur. Moi, je me souviens beaucoup de lui dans Marilyn, Urgence, Omerta, Providence, Yamaska et Vincent Lessard. Il a marqué une génération pour ses animations et sa narration des émissions fantastiques, Dossier Mystère et celle un peu plus du côté narratif, Psy Factor, Chronique de l'étrange. Il y avait une grande voix chaleureuse. On dirait que c'était un type qui était timide, sympathique, charismatique et il était à l'image de sa voix. Quelqu'un qui était avec qui tu avais envie de côtoyer finalement. Donc, on a perdu Michel Dumont à l'âge de 79 ans. Il avait perdu sa femme en 2015, il y a environ 5 ans. Et on n'a pas appris encore les causes de son décès, mais il a eu une importante carrière ici au Québec. T'avais-tu des souvenirs, toi, de Michel Dumont, Marilyn? Est-ce que c'est quelqu'un que tu as connu à la télévision? J'avais oublié qu'il était dans Marilyn, mais c'est le genre de personne que, justement, à la télé québécoise et au théâtre, on le voyait un peu partout. Donc, on dirait que j'ai de la misère à pinpoint où est-ce que je l'ai vu. Omerta, ça, je m'en souvenais. Je l'ai vu quelques fois au théâtre aussi. Mm-hmm. Mais sa voix, c'est ça, elle était charismatique. Tu la reconnaissais tout de suite. Là, tu savais que c'est lui qui faisait des personnages. Mais c'est vrai, je joue dans Marilyn. Mais c'est vrai qu'il avait l'air d'un... Tu sais, il avait l'air d'un grand papa gâteau ou d'un monsieur que tu as le goût de prendre un scotch avec puis qui te parle de sa voix feutrée dans mon temps. C'est une voix qui pouvait autant inspirer la confiance, calmer, mais aussi, comme je le disais pour les émissions comme Dossier Mystère, l'inquiétude. Sa narration dans Dossier Mystère était très particulière parce que j'avais pas l'impression qu'il mettait l'accent sur ce qui était dramatique ou lugubre, mais malgré tout, sa voix demeurait énigmatique. Puis c'était comme une inquiétante étrangeté. Il n'était pas pleinement investi dans le... Ben, c'est pas qu'il n'était pas pleinement investi, mais
Il se voulait pas épeurant. Ça se voulait pas épeurante. Non, c'est ça. C'était pas over dramatique, c'était juste quelque chose un petit peu, tu sais, quasiment creepy, là. Ça Ouais. te... Wouh! Mais à cause de ça, ça fonctionnait. Ça fonctionnait Ouais. très bien. C'était épeurant, aussi Ouais. mystère. Non, c'était très épeurant. J'en Mais reviens pas. d'ailleurs, c'est ça, il y a quelqu'un qui a fait, qui a souligné sur le Facebook des Mystérieux quand j'ai annoncé la nouvelle de la mort de Michel Dumont, que Dossier Mystère est animé par l'acteur Jean Coutu. Il y a eu 2 dossiers mystères au Québec. Il y a eu la série inspirée de la série américaine qui était sur TQS, une chaîne qui n'existe plus aujourd'hui à la télévision québécoise. Et il y a eu Dossier mystère à Canal D, qui était une émission qui a été, entre autres, créée par Christian Robert Page, qui est un expert des phénomènes dits paranormaux. Et c'est 2 choses complètement différentes. Donc, oui, c'était Jean Coutu pour la version québécoise de TQS, mais c'était Michel Dumont pour Dossier Mystère à Canal D. D'ailleurs, il y a des extraits, il y a plein d'émissions qui sont disponibles sur YouTube si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil, puis de nous replonger dans ce type d'émission-là qui était très populaire dans les années Ah oui, 90. il y avait des gens de mise en situation, tout Ouais, ça, des les reconstitutions. reconstitutions, c'était très à la mode. Oui, je serais curieuse de voir ça. Les brushings doivent pas être... Ben, tu vois, de ce temps-ci, Il n'y moi, a pas beaucoup de budget, hein. Non, mais de ce temps-ci, je me retape beaucoup de vieilles émissions des années 90 qui sont disponibles sur YouTube. Je sais pas pourquoi, je trouve Comme ça quoi? rassurant, c'est Un gars, une familier. fille? Non, je suis pas capable d'écouter un gun. C'est pas que c'est pas bon, c'est juste pas mon genre d'humour. Non, non, des vieilles émissions des années 90, là, un peu dans la même branche que Dossier Mystère. J'ai trouvé Monde et Mystère récemment, pas la parodie, mais une autre émission qui traitait du paranormal bien avant Dossier Mystère. J'ai tombé sur d'autres affaires. Je sais pas, je retombe dans des vieilles émissions ripées en VHS qui ont été mises sur Internet. Est-ce que tu t'ennuies de Simon? Est-ce que c'est pour ça? Ben, peut-être c'est pour ça. Tu C'est n'as plus peut-être pour ça. accès à tout son matériel C'est chez ça. vous. C'est peut-être que j'essaie de pallier à sa présence avec Mhm. des émissions des années 90. Ça joue plus en bruit de fond pendant que tu es là. C'est ça. C'est plus un white noise dans la maison. Ah, c'est cute. Non. Le seul white noise que j'ai de ce temps-ci, c'est probablement la ruelle la plus active de Montréal. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe là-dedans. Pour de vrai, Ouais, je sais pas pourquoi. Soit quelqu'un qui se bat, soit quelqu'un qui est en train ça se rend pas jusque chez grinder de moi. quoi. Non, t'es chanceuse. Ils communiquent pas ces ruelles, mais il y a tout le temps de quoi qui se passe dans cette ruelle-là. Moi, j'ai mon Donc, petit truc calme. fait que c'était ça pour Michel Dumont. Vas-y donc, Marilyn. Moi, j'ai pas énormément de nouvelles. Non, t'as eu de la misère à trouver des choses, hein? Ouais, vraiment, j'ai cherché pas mal. Je sais pas, je suis plus, je me suis rendu compte que je suis plus tout à fait au fait des trucs geeks. Mhm. Je me suis fait traiter de geek par notre ami Jean-Luc dernièrement. Puis j'étais comme, oui, mais je sais pas, je suis plus à jour. Mais j'ai quelques nouvelles, dont une de Star Wars, si je peux commencer par celle-là. Ben oui, je pense que t'as pas le Donc, choix. on se souvient tous, malheureusement, on essaie tous d'oublier le spécial de Noël de Star Wars. Ah, George aussi essaie de s'en souvenir, de d'oublier. l'oublier. Il a essayé de tout racheter les copies. Apparemment, il a essayé de les détruire manuellement. Apparemment, il en a brisé avec ses mains. Il a essayé d'en enterrer. C'est C'est des de la légendes légende urbaines, là, urbaine. C'est de la légende urbaine. moi, je suis sûre qu'il a essayé d'en... Tu sais, il les a recalled pour de vrai. Ça, c'est vrai ce qu'il a fait avec. Après, on ne sait pas. Non, parce que ça n'a jamais été distribué. Ah, c'est Ça a vrai. été diffusé pour les Je gens me qui ne savent mélange pas avec quoi. quelque chose d'autre. Je me mélange... Oui, oui, Oh oui. my God, je me mélange avec le jeu vidéo de E.T. qui est enterré dans le désert et trouvé pour de vrai que c'était une vraie Ouais. légende urbaine. Parce que le Star Wars Holiday Special a été diffusé à la télévision, mais il n'a jamais été distribué officiellement. Les seules versions qui ont été distribuées, c'est des versions bootleg que les gens ont transférées sur VHS puis par la suite sur DVD. Maintenant, vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. Il y a Mais même... ça n'a jamais été officiellement vendu par Lucasfilm. il y a une version... Je sais pas si tu as déjà vu le chanteur Weird Yankovic qui reprend des chansons. Mm-hmm. Il a repris une chanson, il l'a appelée White and Nerdy. Et il y a un gars dans une ruelle qui a un trench coat, mais au lieu de vendre des montres en or, il vend des bootlegs de Christmas Special. Star Wars Holiday Special. C'était un très bon gag. Donc, le 17 novembre, à toutes les années, c'est le Wookiee Live Day. Parce que depuis que le film est sorti en 78, c'est le Wookiee Live Day, donc on peut essayer d'oublier le Christmas Holiday Special, on peut quand même se souvenir de ces bons vieux Wookiees. L'histoire originale, c'était Anne et Chewie qui vont visiter Kashyyyk, qui est la planète de Chewie. J'espère que vous savez ça. Oui, il faut savoir ça.
Si moi je le sais à cause du film les fanboys, Mhm, parce que sinon tu ne l'apprends pas dans les films, tu l'apprends juste dans les livres. mhm. Et Lego qui s'était déjà associé avec Star Wars, avec les jeux Lego Star Wars qui sont incroyablement bons et qui sont vraiment le fun. J'ai beaucoup joué avec mon fils et tout seul. Donc, Lego s'est associé avec Disney et vont sortir le 17 novembre un Lego Star Wars Holiday Specials. OK, donc un Donc, nouveau Star Wars Holiday Special. c'est ça, mais tout en Lego. Oh, OK. Mais ils sont très, très forts, l'équipe de Lego, pour suivre les trames narratives, pour que les personnes on comprenne l'émotion sans parole. J'imagine que là, il va y avoir des paroles, mais dans les jeux, il n'y a pas de paroles. Tu fais juste comprendre par leur mimique, ils réussissent avec l'humour, avec le jeu des bonhommes. Et là, ça va se passer après Rise of the Skywalker. C'est Rey et BB-8 qui vont sur une mission pour essayer de comprendre la force, voir d'où est-ce que ça vient, comprendre c'est un deeper knowledge qu'ils Mhm, disent. mhm. Et ils vont croiser des personnages dont Finn, Poe, Chewie, Rose, R2D2, Yoda, Darth Vader, Luke, Obi-Wan. Darth Vader. Ouais, OK. je comprends pas. C'est peut-être c'est un flashback où ou un... Le canon est lousse hein, quand il est Ouais, question des jeux Lego, là, fait que c'est peut-être la même chose pour le Star Wars ça Holiday se peut. Special. Mais tu sais, c'est du fan service, puis en même temps, c'est Lego. Donc, c'est pour les enfants qui, tu sais, ils s'en foutent un petit peu de Mhm. la trame et du timeline, puis c'est très correct comme ça. Donc, je sais pas trop ça va être quoi l'histoire un petit peu, mais je pense que ça va être juste euh, une petite quête drôle, le fun de Noël. Mais ça va commencer le 17 novembre. Je pense que ça va continuer par la suite. Je sais pas pendant combien de temps ça va être disponible. Et c'est dit nulle part si ça va faire partie du package original parce que Disney Plus, maintenant, ils vendent certains packages à l'extérieur ou des films qui auraient dû sortir au cinéma qui te vendent Mhm. séparément. OK. Donc, mais normalement, ça devrait être juste si vous avez un compte Disney Plus, ça devrait être juste avec le reste. Ça, je n'étais pas au courant. Ils sont en train de vendre des films qui étaient censés avoir des distributions en salle avec un coût supplémentaire sur Disney+. Donc, disons que tu as un Ouais. compte, tu peux payer pour un film qui était censé être en salle? Ils vont faire ça avec Mulan, qui était supposé sortir en Ouais, salle. Ça OK, va sortir à OK. certains endroits tu sais, où les gens vont beaucoup au cinéma, donc aux États-Unis. Mais sinon, c'est un compte Disney+, je pense que c'est quelque chose comme 30 $. C'est comme Wow. une location pour Mhm, 30 $ parce que c'est à peu près le prix d'un billet de cinéma pour deux personnes ou une famille parce qu'ils savent mhm. fait que si t'es tout seul chez vous et t'écoutes Moulin te payer 30$, c'est un peu triste. Mais Ouais. si t'es un parent avec tes deux enfants, c'est économique et t'es en sécurité chez toi. Donc, je sais Ouais, pas trop ben, quoi penser de ça. C'est une bonne alternative, mais tu sais, c'est Disney, là, c'est un peu. Je trouvais. La première fois qu'on m'a dit ça, j'étais comme pourquoi c'est pas 5$ comme une location sur iTunes, quelque chose comme ça, mais je comprends que c'est vraiment l'équivalent du cinéma, mais tu sais, t'es chez vous. Tu sais, si t'écoutes ça sur ton laptop, t'es comme bon, youpi, c'est ouais, 30$, mais un film sur mon les films, laptop. depuis longtemps, ça devient une promotion pour la sortie physique ou la sortie numérique. Donc, c'est normal, je Mhm. pense que le prix soit autant, aussi élevé. Aussi En élevé. même temps, il faut qu'ils remboursent leurs frais là, de production. Puis, tu sais, Mhm. une location sur iTunes à 5,99, c'est quand même assez rare. Il faut que tu cherches, là. Il y en a, en moyenne, là, ça revient à 15-14 $ à peu près peut-être pour une Une tonne, location. pas Ça plus. dépend des films. Ça dépend vraiment des films. 10 $ des fois, c'est un peu la moyenne. Mais j'ai toujours dit que si demain, Disney décide de, par exemple, projeter Black Widow sur Disney+, mais qu'il faut que je paye un supplément, que ce soit 30$ ou autre, moi, je suis down. Tu sais. De un, je ne serai pas dérangé par le monde avec leur Christie de cellulaire qui regarde à chaque 2 minutes le texto. Oh, c'est tellement trop. Je vais pouvoir y aller à l'heure que je veux, Sans les puis gens. sans les gens. Puis en ce moment, je ne risquerai pas de me faire infecter à rien pantoute. Fait que je suis C'est comme, ça. moi, je suis dans. Il y a Étienne Cormier sur le chat pour les gens qui nous écoutent en direct sur Facebook qui dit que c'est 34,99, il semble. Oh! Encore Ah plus ben, cher qu'on pensait. OK, ça devait être 30 américains, quelque chose comme ça. Ouais. Mais bon, tu sais, c'est quand même une famille au complet. Si tu fais une économie, parce que je pense qu'une famille au complet que tu amènes au cinéma, c'est rendu presque 80 $ Oui, c'est ça. Puis tu peux t'acheter du popcorn qui coûte moins cher. T'achètes Oui, un Jiffy Pop, puis t'es avec correct. du vrai beurre.
Ouh, effectivement. Puis t'as pas les gens. C'est quand même un bon deal. Je sais pas s'ils vont faire ça avec d'autres films, mais j'imagine que c'est peut-être un test, voir si ça fonctionne, si les gens sont contents. C'est quand même une pas pire alternative. Ben, ça va tout dépendre de ce qui s'en vient dans les prochains mois. Qu'est-ce qui va être en mesure de produire ou pas. Avec l'industrie qui tranquillement essaye de se remettre en marche. Je sais qu'il y a Jurassic World Dominion qui ont repris leur production. Ah oui, je pense. Et de ce que je lisais, on essaye d'utiliser cet exemple-là pour produire d'autres films, parce que tout a été arrêté pendant très, très, très longtemps. Donc, c'est presque un projet pilote, la production de Jurassic World Dominion, à voir si ça fonctionne. Ils doivent quand même avoir les moyens, donc c'est quand même un bon exemple. Ils peuvent peut-être se permettre de faire des essais-erreurs ou de mettre le paquet. Puis... Mais Johan en parlait aussi, je pense pas qu'il en parlait au micro, mais hors onde, c'est un enjeu parce que ça, c'est bien pour les grandes sociétés qui ont les moyens de leurs ambitions. Mm-hmm. Mais si tu es un producteur ou un filmmaker indépendant, tu n'as pas nécessairement le cash pour pouvoir mettre les process en place pour prévenir les infections ou autre chose. Ça va. Bon, encore une fois, c'est les gros joueurs qui vont être capables de tirer de leur épingle du jeu. Ce que Johan disait, c'est que leur seul avantage, en fait, c'est que des fois, ils sont capables d'effectuer le même travail peut-être pas une aussi grosse équipe que Jurassic World, là, mais qu'une grosse équipe, mais avec beaucoup moins d'effectifs et beaucoup moins de ressources parce qu'ils sont habitués de travailler comme ça. Tu prends la Roadkill? C'est ça. Donc, s'ils ont un maximum de gens sur un plateau qui sont comme on est capable de faire ça, c'est ce qu'on fait depuis le début. Fait que c'est leur seul avantage. Ils peuvent miser là-dessus déjà. OK. Prochaine nouvelle. Qu'est-ce que j'en suis? Ah oui, si vous avez été, si vous êtes de notre âge, donc vous avez vécu et vu bien des choses au cours des dernières décennies, mais vous avez connu la bonne vieille époque des clubs vidéo qui étaient très populaires dans les années 80-90. Ça a marqué une génération. Je pense que les gens ne comprennent pas à quel point aller au club vidéo, dans le temps, c'était pas juste aller chercher un film, c'était une expérience. Oui. Ça venait avec une expérience. La bouffe, le popcorn, essayer d'avoir la petite boule dans la machine de gomme, là, la boule noire pour avoir un film gratuit. Oui, mais c'est une expédition. Moi, j'aimais ça y aller avec mon fils ou tu vas avec un ami ou une nouvelle date, puis là, tu jases de film, tu connais la personne un peu ou tu apprends des choses. Des fois, tu peux passer, tu as déjà choisi ton film, mais tu peux juste browser, puis tu te rappelles des souvenirs de films, tu fais des liens. C'est comme bouquiner, mais version film. Puis tu peux tomber sur des découvertes, des trucs que tu connaissais pas qui allaient sortir. Comme aller dans une librairie, mais... Exact. Des curiosités parfois. Et, on s'entend, la multiplication des services maintenant, tu n'as plus vraiment de... Les vidéos n'ont plus vraiment de raison d'être. C'est pour ça qu'il n'y en a pratiquement plus. Néanmoins, au-delà du côté nostalgique, il y a quand même un Blockbuster qui existe encore, qui était une des plus grandes chaînes américaines de clubs vidéo. Puis là, j'essaie juste de ramener quelqu'un qui vient de se joindre à la conversation, que je ne savais pas qu'elle allait être là. Excusez-moi, je vais m'arrêter mon élan. Ce sera pas long. C'est parce que tu t'ennuyais de lui. Tu l'as summoné. Vacances Chen! Allô! Mon Dieu! Allô! Vacances Chen! Je suis présentement ici. Oh my God! Là, les gens qui ne voient pas en visuel, là, mais t'es entouré de tes VHS et DVD? Oui. C'est maintenant, c'est le soleil et la plage. C'est mon ancienne chambre? Ça, j'allais exact! Ben là, je la reconnais pas. Mais je sais, j'ai tout repeinturé, j'ai tout changé. OK, à ta droite, à ma droite, là, donc à ta gauche, c'est où était mon lit dans le temps, c'est ça? Exact. Oh my God, man. On dirait que tu es un animateur qui passe sur le UHF en 87. Ben là, tu parlais de club vidéo, je me suis senti interpellé. OK. Avec ta chemise de vacances. Mais je suis juste de passage. Je voulais vous dire bonjour. Allô? Salut, on s'est ennuyé. Ben s'ennuie de toi. Ben oui, j'ai entendu ça. Mais tu veux-tu que tu restes au moins le temps que je compte la nouvelle, mais sûrement que tu l'as vu. Je pense que je te l'ai envoyé d'ailleurs quand je suis tombé. Oui, tu me l'as envoyé. Vas-y, puis moi j'ai 2 trucs après à ajouter pendant super. que je suis là. Excellent. Ben, comme je vous le disais, Blockbuster, qui est une des chaînes américaines qui était une des plus importantes aux États-Unis. D'ailleurs, quand j'ai déménagé avec Simon jadis, il y avait un Blockbuster pas loin où ça a été transformé en dentiste, comme toutes les Christie de commerce dans le quartier où est-ce qu'on habitait.
Mais dans le temps, il y avait un beau gros Blockbuster qui était à côté de notre délit du quartier. Mais il reste un Blockbuster. C'est connu d'ailleurs sous le nom du Last Blockbuster, le dernier des Blockbusters, une petite ville d'Oregon qui s'appelle Bend, B-E-N-D. Et là, à partir d'aujourd'hui, dès 13h, vous pouviez réserver un séjour dans le dernier Blockbuster. Donc, vous pouviez passer la nuit. Donc, avec toute l'expérience comprise, il y avait créé un petit environnement avec des vieux lecteurs VHS, jeux vidéo, un vieux litre de Pepsi, des snacks. Et il y avait possibilité de louer pour 3 jours, le 18, le 19 et le 20 août. Malheureusement, nous autres, on ne peut pas y aller parce que la frontière, elle est fermée. Et j'imagine que ça a été tout acheté, tout réservé, tout ça. Moi, j'ai pas besoin. Je vis dans un club vidéo. Mais c'est ça, toi, tu n'as pas besoin d'y aller. C'est comme Tu toi, devrais louer ta petite tout ça. Tu pourrais louer ma chambre. Mais c'est mon bureau. C'est mon espace professionnel. Ah, OK. Oui, tu as l'air très professionnel en ce moment. C'est quoi Je les suis en trucs? vacate. C'est quoi les trucs blancs qu'on voit? Ah non, OK, c'est les... C'est les supports à tablette. Les supports à tablette. Ben c'est ça. C'est juste que je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la nouvelle. C'est vraiment fantastique. Tapez Airbnb, Blockbuster. Ils ont vraiment fait un petit espace les images sont super cute. Ça donnait le goût d'y aller. Puis je me suis dit, c'est plate qu'on n'a pas eu cette idée-là avant, parce que c'est clair qu'il y a des gens qui auraient pu recycler leur vieux club vidéo en Airbnb. C'est une super de bonne idée. Ça aide ce commerce à rester actif, tant mieux. D'ailleurs, il est encore actif jusqu'à ce jour. C'est pas seulement Airbnb, il y a encore des allées avec des VHS, des DVD pour faire des locations. Donc, je me demande comment ça marche, comment ça chevauche la business et le fait que tu as des... On a perdu Simon. Simon retourné en vacances. Hey, Simon retourné en vacances plus vite qu'il pensait. Check ça, man, il est complètement figé. Attends, on va prendre une photo de sauce, c'est magnifique. Oui, prends ça, j'aime ça. Ben, vous avez gelé. Fait que je sais pas toi aussi. C'est toi qui as gelé. C'est toi qui as gelé. OK. Je disais comment que ça chevauche le fait que tu habites dans un club vidéo pendant 3 jours puis que tu as des clients qui viennent... Je ne sais pas s'ils ferment pendant... La façon que je le comprenais, c'est que le 18, le 19 puis le 20, c'était des séances séparées. Je pense que, de ce que je comprends, c'est que tu peux louer juste une des 3 soirées et c'était à partir de telle heure de la soirée que tu pouvais aller t'installer dans le club vidéo. Puis après, tu avais le reste de la nuit. J'imagine que si tu es pour louer le Blockbuster, tu t'attends à pas dormir de la nuit. Donc, c'était ça un peu l'idée. Mais ce qui était particulier aussi de ce club vidéo-là, c'est que c'était les fameux clubs vidéo qui étaient dans un centre d'achat, mais qui n'étaient pas reliés. Tu sais, c'était différents commerces collés un sur l'autre. Il me semble que les clubs vidéo étaient tout le temps localisés dans ce genre d'espace-là. Puis ça rajoute un petit charme là, à l'expérience. J'espère qu'il va y avoir un équivalent qui va se créer éventuellement au Québec. Ça serait vraiment le fun. Sinon, c'est ça le road trip dès qu'on peut descendre. Oui. Ben, à date, il y avait juste ces 3 dates-là qui étaient disponibles. Donc, peut-être qu'ils vont répéter l'expérience. C'est peut-être juste un test, c'est ça. C'est ça. Salut, M. Laurent Boutin. Allô, Laurent. Allô. Salut. Laurent, il est là. Oui. Je suis juste de passage pour amener une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. OK, commence par la mauvaise. La mauvaise, vous savez, Lanzozo veut vraiment nous fesser dessus. Oui. Puis, tu sais, des vacances en temps de Zozo, tu peux pas faire énormément de stock. Là. Je connais pas de grand monde qui ont des bateaux, puis des chalets, puis tout ça. Là. Fait que, pour vivre mes vacances, je me suis dit, je vais écouter des Baywatch encore. Ben, saviez-vous que Prime a enlevé les Baywatch? Et là, sacrément 2020, là. 2020. Là, Zozo, là. ça fait chier. Mais les tornades de feu, c'est pas grave, ça. Wow! Non, mais tu sais, c'est comme juste une petite croûte de sel par-dessus un ton de marde, tu sais. Oui. Je suis pas sûr de comprendre la comparaison, mais on va la prendre. Moi non plus. Écoute, ça fait comme 3 semaines que j'ai pas parlé, là, fait que... mais la bonne nouvelle, mais c'est surtout pour Benoît que je dis ça. Okay. J'ai commencé à écouter Star Trek Next Generation. Ouh! Next Generation? Oui, Next Generation. Je suis rendu dans la 3e saison. Ah, les meilleurs. Maintenant, quand tu vas en parler, je vais être plus attentif. Ça va être le seul. OK. Hey. Ben, merci, Simon. C'était juste ça que je voulais vous dire. OK. Puis, je reviens la semaine prochaine. Temps plein.
Ah, génial. Yay! Parfait. T'as-tu acheté une nouvelle caméra ou tu t'es trouvé de l'éclairage, quelque chose? J'ai Ça ouais, look. j'ai une nouvelle caméra, Ah ouais? mais elle fait encore le white balance mauvais, puis j'ai l'air tout le temps malade. Fait que là, j'ai comme fermé des rideaux, Mhm. puis j'ai quand même l'air un peu malade, mais c'est pas grave. T'as-tu remplacé les rideaux tout pétés que j'avais après ma fenêtre? Oui, oui. Asti. J'espère que tu les as brûlés, ces asti rideaux-là. Ils s'en vont au vidange non pas long. OK. Bon, ben salut Simon, à la semaine prochaine. Bye, Salut. Simon, à bientôt. Bye bye. Bye. Moi, Ah, j'écouterais un c'était show. bien court. J'écouterais un show en Oui. direct Mais là- de cet espace-là. C'est donc bien beau. Hey, Vacation, là, je suis il y a dans. il y a de la perspective puis tout. Là. Moi, il va falloir que j'ups mon scale avec mon mur rouge là, en ce moment. Là. Pourquoi c'est Ouais, autant c'est correct. jaune chez nous? En fait, j'allais te poser la question. Je pense que c'est ton éclairage puis probablement le type de caméra que tu as après ton laptop. Ouais, je viens de regarder, puis mon luminaire, les globes de mon luminaire sont jaunes. Ils sont pas Ouais. jaunis, ils sont jaunes. Moi, je suis extrêmement blanc en ce moment parce que j'ai comme deux Ouais. spots sur moi. Là, J'ai mais, l'air bronzé. ben, en tout cas, j'ai pris une belle photo de Simon là, pendant qu'il parlait tantôt quand il a freezé. ça va être ça. Salut Laurent. Salut, Allô, moi je suis Laurent. encore devant un compteur électrique. Oui, Il y a des ça, plantes. J'espère, je sais pas si quelqu'un à la maison, tu sais, comme suit ma consommation d'électricité à chaque semaine, genre. ce serait un peu creepy. Ça mais- serait un peu bizarre, Effectivement. mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui tripaient sur Reddit qui suivaient le compte. Fait que. Ah, OK. c'est pas grave. Mon compte pourrait- d'hydro, ça- ils ça pourrait vont-tu arriver. m'aider à le payer? Seulement si tu t'en vas voir Jurassic Park on Ice. Yes! Ils sont pas faits en plaie. Maudit zozo. Ah, merde. Ben non, mais donnez généreusement au Patreon que je paye mon bill d'électricité. C'est pas comme ça que ça marche. Hein, on peut faire ça! Non. Oui, demandez tout à Ben. Il Hey, paye tout. Chris. Tout Ben ce que oui. j'ai demandé depuis le début que je parle de ça, il me l'a tout payé. Ah ouais, hein? J'ai tout Tout. fait ça. moi. Eh boy. Bon, mais vas-y donc, toi, Laurent, pendant que, comme tu viens d'arriver, justement, puis tu me fais chier que ta bière, j'ai le goût de me prendre une bière. Hey, j'ai pas dormi la semaine passée, la nuit passée. Tu dois te prendre une bière exceptionnellement? Même Oui. si tu aurais dormi, d'après moi, tu as le droit de C'est une prendre fausse une bière. raison. bière. C'est une fausse raison. Ben vas-y, Laurent, je vais aller me chercher une bière. Mais moi, je bois de la bière. Je bois jamais de bière. Je bois de la bière. Hein, c'est Je vais y quoi? aller, moi Ben, aussi. À la même Euh, couleur que tes cheveux. Ben, non. Mes cheveux sont orange, c'est rouge, mais avec la lumière jaune. Avec la lumière, ça se ressemble. C'est à l'hibiscus, puis à la grenade. C'est les brasseurs du monde, je sais pas. Là, j'achète des bières fruitées. Ça m'a pris des années à me rendre compte que j'aimais pas la bière. À m'avouer Ok. que j'aimais pas la bière. Fait que j'achète des petites bières fruitées. Ben écoute, j'ai quelque chose à te suggérer. donné de la d'ailleurs, pomme, quelque chose à te suggérer, Marilyn, puis ils me payent pas Mm. pour ça, mais si les gens de Loop nous écoutent, j'adore leurs bières qui sont faites à partir de fruits. Il y en a pas à notre épicerie Notre secrète, épicerie? mais il y en a à celle Euh, proche du métro Jean Talon. Oui, il y en a aussi au IGA qui est un peu plus proche, mais Là. qui a beaucoup de monde. Ah, Mais vas-y, à partir de 10h, il n'y a pas personne. Ok, Mais merci. sauf le jeudi. Tu vois, j'ai fait mes recherches. Mais ils font une excellente série de bières. C'est J'en ai bu, 5,3% d'alcool. C'est pas beaucoup. C'est des altérants, puis c'est crissement bon. J'en ai bu hier, je pense que c'était pas au litchi, mais c'était une affaire comme ça, c'était sucré. En tout cas, c'était la canette rose, là. Oui, il y a celle au gingembre également qui est partie en mode pesto ou gingembre. Une affaire, je sais plus quoi. Pesto? Mais ça goûte. Ben, Pesto? je dis pesto, là, mais je dis n'importe Ça quoi. là. m'étonnerait. Je suis curieux, mais ça m'étonnerait. Gingembre pesto, même Je affaire. sais plus, là. Là, le monde de Loop allait me donner une caisse, puis en fait, comme fuck that guy. Il dit n'importe quoi. Non, mais c'est vrai que la loupe est bonne, puis j'avais peur, ben pas que j'avais peur. Tu sais, j'aime les drinks qui sont très sucrés, mais j'avais le goût de quelque chose de plus corsé, de bon. moins, de moins justement sucré, puis j'avais peur que ça soit du calibre pomme B ou que des fois c'est juste aussi ça goûte trop la IPA forte, puis on dirait qu'il y a comme 2 gouttes de saveur, là, c'est un peu, mais non, elle est bien calibrée, je l'aime bien. Tu moi où tout le monde fait des IPA maintenant? Il me semble que la IPA, c'était la DVD à l'époque de la VHS dominait le marché. À un moment donné, tu voyais arriver dans les annonces, tu avais la VHS en premier, puis tu avais le DVD en arrière qui était comme, éventuellement. Hein? Puis là, à un moment donné, hop, elle est en avant, puis la VHS est là, puis la VHS disparaît. Alors, c'est vous Ouais, pour mais ça. là, moi, je te dirais que les bières sûres sont devenues le Blu-ray de cette histoire-là. Parce que Moi, j'aime beaucoup les bières sûres. L'autre fois, j'ai bu une IPA sûre juste parce que ce jour-là, j'avais une
une passe sur la tête avec une corne de licorne et qu'il y avait une licorne sur la bière. C'est comme ça que je choisis mes drinks, d'accord? Avec mon outfit. Très scientifique. C'était pas... Mais tu sais, IPA sûr, on dirait que ça ne fit pas. Ouais, J'étais aussi curieuse. C'était pas juste pour la licorne, mais ça marchait pas. C'était comme juste super surette, puis après ça, super amer. Laurent est pas très sûr non plus. Ouais, je suis pas très bière sûre, mais je suis plus IPA que bière sûre. C'est pour ça que je dis, je suis en train de perdre mon paradis de IPA partout. Parce que les bières sûres sont en train de prendre le dessus. Ouais, je suis comme, c'est surette. Là, je fais la face de Homer. Là. Ben, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ben, je suis bien curieux de goûter cette fameuse Benoît Mercier au pesto. Prenez des notes, les brasseurs à la maison. Ils vont peut-être en sortir une avec la face de Ben dessus. Ça serait malade. Parlant d'événements, on parlait pas de ça partout. Non. En fin de semaine, c'est le festival de BD de Prévost. Yeah, il va avoir lieu quand même. Ben ouais, qui a lieu quand même. C'est un tout petit festival, mais ça commence à faire quoi, 5-6 ans que ça existe? Là, c'est un bon bout que ça existe, facilement 5-6, oui. Puis, comme tous les festivals en ce moment, le festival aura lieu 100% en ligne. Mais c'est ça, c'est en fin de semaine, 22-23 août. Fait que comme les autres, ça va être surtout, il y a tout un horaire là, sur la programmation du festival où il y a les activités habituelles, c'est-à-dire des tables rondes, des rencontres d'artistes, des conférences, des combats de personnages. Il y a, entre autres, Valmo, Julien Dallaire-Charest, les auteurs de Humerlin, Alexa, Julie Rochelot, qui font des affaires. Il y a une conférence sur l'album de Denis Roddy, qui s'en vient, notre ami Denis. La bombe, qui est sur l'histoire de la bombe atomique. Là. C'est un super gros livre de genre 500 pages. Ah, ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Les critiques sont dithyrambiques. Je pense qu'en Europe, il n'y a même pas le temps de se rendre ici, puis ils sont déjà genre à 4e impression. En Europe, ils se sont arrachés le volume. Ouais. C'est pas disponible encore au Québec? Non, ils attendent les copies, mais ça s'en vient là, d'ici un mois. Là. Okay. Ça va sortir, j'aimerais ça, je ne sais pas si vous seriez partant, il faudrait s'y prendre à l'avance là, parce que c'est assez massif, mais j'aimerais bien ça recevoir Denis pour parler de ça. Ben, moi aussi, je serais game. Il est très, très sympathique. Il en a vu d'autres. Il a travaillé pour DC Comics, il a travaillé pour les Européens, il en a fait beaucoup, Denis. Ouais, ben pour vrai, on va s'arranger, on va s'en parler. Fait que, tu sais, j'ai vu qu'il y avait aussi des projections de films reliés à la bande dessinée, des quiz où on peut gagner des affaires, puis tout. Julien Paris-Sorel m'a dit, lui, il n'est pas au festival en fin de semaine, mais il m'a dit que sur le site du festival, Alexa, l'auteur de la Jean-Jean, a fait un jeu vidéo pour le festival. Je sais pas, là, il y avait du temps libre ou quelque chose, puis ça a l'air que c'est comme bien foutu, puis que ça prend quand même, là, c'est pas juste genre un petit minigame là, que en 5 secondes, tu as fait le tour. Là. Ça a l'air que c'est... Moi, il y a du stock à faire. Que... Essayez ça. Je soupçonne que l'auteur Alexa, c'est comme Banksy. Il y en a plusieurs. Là, il n'y en a pas juste un. C'est épouvantable la quantité de matériel qu'il crée. Il ne peut pas être juste une personne. Là. Je pense qu'il y a plusieurs Banksy. Oui. Je pense que des sources qu'on n'a pas. N'importe quoi, là. J'ai parlé d'une bière au pesto il n'y a même pas 10 minutes. Ouais, c'est vrai. Aucune crédibilité. Non. Ne vous fiez pas à ça. Ben, donc, je suis quand même curieux de voir passer. Pour vrai, le festival, le FBDM, le Festival de BD de Montréal, j'étais comme dubitatif un peu sur toutes ces activités-là. Puis finalement, j'ai checké toute la fin de semaine. J'ai eu full de fun. Pour dire que d'habitude, dans ces événements-là, moi, je suis le gars qui est pogné à la table à vendre des livres puis que je ne vois pas ces activités-là. J'étais comment, pour une fois, je peux voir les conférences. C'est quand même cool. Tu sais. Mais en tout cas, vous checkerez ça. Il y a du beau monde. Ça va être la même formule cette année. Donc, pour eux, ça va être numérique? Ouais. OK. Ben, moi, ce que je trouve intéressant, puis c'est un peu le cas aussi pour Fantasia, pour le BDM, pour le Festival de BD de Prévost. En tout cas, c'est que les commanditaires ne semblent pas abandonner le festival. Ouais. Ça, c'est super important. C'est comme ça que ce genre d'événement culturel existe. Donc, bravo. Bravo. Merci à ceux qui appuient ce genre d'initiatives culturelles et qui ne les abandonnent pas malgré ce qui se passe en ce moment. Vous voulez un petit truc rapidos? Ouais, OK. Il y a le fabricant de jeux Mattel et Fandom Tabletop qui ont annoncé un nouveau jeu de table RPG. Donc, on combine un peu les deux genres.
basé sur l'univers de He-Man, The Master of the Universe. On n'a pas de date de sortie pour l'instant, mais ça va s'appeler Legend of Grayskull, The Master of the Universe Role-Playing Game. Vous allez pouvoir créer votre propre personnage, leur donner des attributs qui sont différents. On joue en utilisant un système de dés assez simple et un ensemble d'outils numériques. Il faut rappeler aussi que Fandom Tabletop sont les créateurs de D&D Beyond. C'est un service qui permet de jouer à D&D, Dungeons & Dragons, en ligne. Donc, vous avez votre fiche de personnage, vous avez des items, des épées, vos sorts, tout ça. C'est incorporé à un système en ligne. Donc, eux, ils vont proposer avec ce nouveau jeu de table un aspect numérique, mais ils ne l'ont pas plus détaillé. Le jeu s'est basé sur un système qui s'appelle Cortex, qui a souvent été utilisé pour adapter des téléséries en board game. Donc, Serenity, entre autres, Smallville aussi. Donc, ils ont fait leurs preuves. On n'a pas de prix ni de date de sortie, mais il y a une bande-annonce qui donne le ton au jeu qui est disponible. Tapez sur Google Legend of Grayskull Master of the Universe Role-Playing Game, puis vous allez être servi. J'ai très hâte de voir ça. Sinon, on a appris encore la semaine dernière qu'il va y avoir un jeu de table basé sur le film, Princess Bride, qui est un classique des années 80, c'est ça? Aussi, oh my God. ouais. Princess Bride, Adventure Book. Comme je le disais, c'est basé sur le livre. C'est un jeu collaboratif. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs, mais aussi en solo. Et c'est présenté un peu à la manière du livre que lit le personnage de Peter Falk, le grand-père, dans le film Princess Bride. Il y a 6 chapitres et chacun des chapitres a ses propres règlements. Ça va sortir en octobre prochain pour 25 US. Donc, c'est quand même assez abordable. Puis si vous êtes nostalgique du film Princess Bride, vous allez pouvoir consommer votre franchise favorite d'une autre façon au travers un jeu de jeu de table, pas RPG cette fois-ci, mais un jeu de table plus classique. Mais moi, j'ai vu, j'avais la même nouvelle, j'ai vu l'image justement que le board, c'est comme le livre, c'est vraiment beau, il est vraiment bien fait. Et il y a même le personnage de Fred Savage qui fait partie de ça, parce que dans le film, des fois, il interjecte ou il intervient, il fait partie de l'histoire, donc il est un peu. Et il y a une carte Inconceivable. Fait que je pense qu'il y a comme quand il dit ce mot, il veut pas dire ce que tu penses que ça veut dire. Là. Il crie tout le temps ça, le personnage, mais il y a comme une carte quand il se passe quelque chose, il faut que tu cries ce mot-là. Je pense que c'est vraiment rendu un classique. Là, non? Ça va l'air bien fait. Fred Savage, c'est le petit gars? Oui. C'est ça? Oui. Okay. C'est ça. C'est lui qui jouait dans les Wonder Years par après. Oh. Ouais. Là, on vient de perdre du monde qui ont 26 ans, là, mais c'était... Googlez, là, vous l'avez dans les mains, votre téléphone. Ça a quand même bien vieilli, Princess Bride. Moi, mon père a trippé là-dessus, moi, j'ai trippé là-dessus, mon frère, ma soeur aussi, mon fils a beaucoup aimé ça aussi. C'est très... parce que oui, c'est des contes de fées un peu, mais avec beaucoup d'humour. C'est très witty, c'est très drôle, c'est très intelligent. Je pense que... il n'y avait pas beaucoup de budget, mais il jouait un peu là-dessus aussi. Ça a très bien vieilli. Yep. Marie-Lune, c'est à toi. Ouh. Bon. Autre nouvelle que tu ne m'as pas volée. D'habitude, c'est moi qui vole les nouvelles. J'ai 2 mini-nouvelles. Je peux peut-être les combiner. Oui, si tu veux. Il y a un jeu qui est sorti en 2019 qui est un jeu que j'adore, qui est Untitled Goose Game, t'es un goose puis il faut que tu attaques des gens. En tout cas. Ils ont sorti une version sur Goose, c'est une oie? Ouais, c'est une oie. Elle est désagréable, puis elle te honk après, puis il était supposé de changer le nom, puis finalement, c'était trop drôle, donc gardé Untitled Goose Game. Ils ont sorti une nouvelle édition qui s'appelle le Lovely Edition pour la Nintendo Switch, et tout est compostable et recyclable. Et parce que c'est une copie physique, excusez-moi, c'est une copie physique. Tout est compostable et recyclable, même la cartridge, la pochette, le feuillet. Ouais. J'ai fait d'autres recherches, savoir si ça existait déjà ou s'ils prévoyaient en faire d'autres. Puis tout ce que j'ai trouvé, c'est des manières de réutiliser où il y a certains morceaux qui se récupèrent ou se recyclent, mais d'habitude, non. Même les pochettes se recyclent pas vraiment. Je pense que c'est des catégories 6-7 qui se recyclent pas facilement. Et je pense que ça va peut-être, et comme c'est un jeu qui a été très, très populaire et que c'est avec Nintendo Switch, peut-être que ça va ouvrir le bal pour... s'il y a beaucoup de demandes pour d'autres jeux. Et c'est une édition qui n'est pas beaucoup plus chère non plus. Je pense qu'ils ont rajouté du contenu dans le livret ou d'autres trucs comme ça. Et c'est seulement disponible pour l'instant sur le site iam8bit.com. Et je pense qu'ils ont dit que s'il y avait plus de demandes, il allait peut-être
étendre ça à d'autres demandes, mais ça serait bien que ça pogne, puis qu'il y ait peut-être d'autres jeux, d'autres studios qui que ça crée un précédent. Ouais. J'ai vraiment des questions sur la partie compostable de l'opération, parce que, tu sais, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, mais moi, ça m'est arrivé souvent de, tu sais, ranger des affaires dans le fond d'un garde-robe dans un sac de plastique, puis tu le retrouves genre 2 ans plus tard, puis le sac s'effrite. Oui, parce que c'est un sac qui était confortable. Oui, c'est ça. Ça va-tu faire ça avec ma cartouche de jeu? Mais quand elle dit j'ai pas cartouche, joué plus longtemps, puis là, j'imagine. Quand elle dit cartouche, elle parle pas de la cartouche de jeu, elle parle de la pochette. Le jeu est supposé être recyclable à certaines parties, mais c'était pas assez bien décliné. Je pense que c'était un petit peu marketing aussi, mais c'était écrit 100% recyclable. Eco-friendly, 100% recyclable. Eh ben. Donc, il faudrait faire plus de recherche parce que là, c'était vraiment le package marketing, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont faire plus de recherche du côté écologique, mais je trouvais que c'était une très bonne idée. C'est une première, puis je suis surprise que personne n'y ait pensé avant. Mm-hmm. Parce que peut-être qu'on a de moins en moins de copies physiques, mais il y a encore des gens qui aiment ça aller l'acheter ou qui aiment ça posséder le jeu et ça le prêter. T'sais. Ouais, je fais partie de ces gens-là. Moi, je suis pas capable de. Je peux, là. J'ai des versions numériques de jeux exclusifs, là, mais j'ai besoin d'avoir habituellement l'objet. On dirait que c'est plus rassurant c'est parce que qui va pas si t'as des jeux sur PlayStation 4, par exemple, éventuellement, le service sera plus desservi. Fait que tes jeux, t'es perds. C'est mon seul accroche. C'est peut-être écologique et économique, là, mais... Et je vais aller acheter une copie puis je vais la mettre dans mon bac à compost. Je vous tiens au courant dans les prochaines années. T'as pas de Switch? Tu me feras des non, stories. mais c'est juste pour me... Juste pour voir si ça se composte. tu me feras des stories. C'est comme le gars qui avait mis des... c'est quoi, non? Super Size Me, qui avait mis des produits McDo qui avait en dessous des cloches de verre, voir comment ça... Comment ça évolue, hein? Ouais. Comment ça avait évolué? Pas, finalement. Ça restait pareil? Je pense que le burger, il change pas vraiment. Genre, il doit sécher sur place, mais tu sais, à l'œil nu, il n'y avait comme aucune différence, là, même après plusieurs années. C'est vraiment... C'est ça qui était très terrifiant. Okay. Sinon, j'ai une autre petite nouvelle, si tu veux que je continue tout de suite. Le compte Twitter officiel des Simpsons a posté une petite vidéo que j'ai trouvé très cute, c'est de la politique. Il y a Gina Ellis, qui est la campaign advisor de Trump, qui a insulté, en tout cas qui a essayé d'insulter la démocrate Kamala Harris, qui est maintenant à la course à la vice-présidence pour Joe Biden. Et elle a dit en public qu'elle avait la voix de Marge Simpson. Et ça se voulait une insulte. Alors, les Simpsons ont fait une petite vidéo super cute. C'est Marge, tu sais, c'est super humble, c'est Marge toute seule sur la scène, puis elle dit, tu sais, dans ma famille, on a appris à pas s'insulter, don't call names, mais Lisa me dit que c'était supposé d'être une insulte, donc je voudrais juste dire, puis elle a dit qu'elle n'est pas fâchée, mais que c'est pas vraiment gentil de faire ça, puis il y a comme des petites pointes politiques, mais subtiles, mais quand même gentilles, donc c'est juste la petite Marge cute, humble, qui dit que c'est pas très fin d'utiliser sa voix comme insulte avec des petites piques contre Trump très subtiles. J'ai trouvé ça... c'est très, très cute. C'est drôle parce qu'habituellement, les Simpsons demeurent très, très, très neutres. On équivaut souvent leur longévité à ça. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment juste des petites pointes, puis c'est pas, tu sais, il n'y a rien de méchant. C'est vraiment juste de, mais c'était pas fin parce que être Marge Simpson, c'est vraiment pas une insulte. Puis c'est vrai. Elle est cool, Marge. Ouais, cool. Et c'était ça. D'accord. Vous irez voir ça. Vas-y donc, Laurent. Voulez-vous que je vous parle de bande dessinée que j'ai lue? Oui! Ouais, t'en as lu pas mal? Une coupe. J'essaye. Ça prend... ça se lit pas tout seul, tous ces livres-là. Hein. J'ai de la place dans mon autre bibliothèque en arrière de moi. C'est vrai? D'ici la fin de la pandémie, on va voir des bibliothèques comme Simon dans la pièce tout à l'heure qu'on voyait. Là. Moi, j'ai déjà ça depuis belle lurette. Ouais. D'ici la fin de la pandémie, j'ai ma pile là, qu'il faut que j'aille vider. Il faut que j'aille au Millennium cette semaine vider ma pile, d'ailleurs. Ah oui, ça fait 2 mois que tu dis ça. Oui, c'est vrai. Puis ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Je vais y aller. J'ai lu un livre qui s'appelle Mes ruptures avec Laura Dean.
une traduction de Laura Dean, Keeps Breaking Up With Me. C'est écrit par Mariko Tamaki, qui est une autrice que j'aime beaucoup, qui a fait un livre avec sa cousine qui s'appelait That One Summer, qui était vraiment, en termes de littérature jeune adulte, Ah qui oui, était c'est excellent. incroyable. Donc, je suis très fan. Elle a aussi écrit, elle a commencé à écrire pour les Big Two. Là. Je me rappelle qu'elle avait fait une série de She-Hulk pendant que She-Hulk était comme en syndrome post-traumatique d'être morte puis d'être revenue. C'est que, elle élargit son inventaire, mais cette fois-ci, de retour à ses amours de jeune adulte. Donc, c'est une jeune fille lesbienne qui a une copine, puis que sa copine n'arrête pas de la tromper, puis de la laisser, puis finalement, elle revient tout le temps comme s'il n'y avait rien là, puis elle se fait avoir à chaque fois, puis elle retombe dans le bain. C'est vraiment... J'ai trouvé que c'était un super beau livre pour expliquer aux adolescents c'est quoi des relations toxiques. Puis c'est comme quand est-ce et comment, quand t'es à bout d'une situation qui ne fait pas ton affaire, c'est comme l'amour ne justifie pas tout et comment mettre ton pied à terre, mettons, dans ces affaires-là. Puis j'ai trouvé ça super beau, super touchant. C'est dessiné par Rosemary Valero O'Connell, que je ne connaissais pas. En français, c'est chez Rue de Sèvres, en anglais, chez First Second. C'est pour vrai... si vous avez des ados à la maison ou si vous tripez jeune adulte, la littérature jeune adulte, je veux dire, parce que ça en est bizarre ce que je dis. Mais si vous tripez jeune adulte, ouais, c'est ça. Tripez jeune adulte. La littérature de, je sais pas pourquoi, moi j'ai un soft spot pour ça aussi. J'ai aussi lu une BD qui s'appelle L'homme qui tua Chris Kyle. C'est chez Dargaud par Bruno et Fabien Nury. C'est deux auteurs qui, ensemble, ont fait déjà une série qui ressemble un peu à genre les affaires de gangsters de Tarantino du début, là, qui s'appelle Tyler Cross. Mais cette fois-ci, c'est plus une BD reportage sur Chris Kyle, qui est le gars, le sniper le plus médaillé de l'armée américaine. C'était sur lui le film American Sniper de Clint Eastwood, si ça vous dit de quoi. Puis ce gars-là, c'est ça, non seulement c'était une machine à tuer, mais c'était aussi quelqu'un qui était full impliqué, évidemment, avec la NRA, mais aussi pour essayer de soigner les PTSD des anciens combattants. Puis il s'est fait tuer, justement, sur un shooting range par un ancien combattant avec avec un PTSD. Puis c'est toute l'histoire qui a mené à cet événement-là, mettons. Je pense à toi, Ben, t'aimerais ça quand même, parce que c'est vraiment montré comme un peu comme un true crime. Oui. T'en parles, ça m'intéresse. Ouais. Avec des bouts d'entrevues de la mère du tueur, puis la veuve du tué, puis toute la relation complexe du PTSD, puis des Américains avec les armes. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, vu que c'est fait par deux Français, il n'y a pas de glorification. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question, s'il y avait la glorification de l'armée. Non, c'est ça. Moi, ça m'aurait dérangé. C'est vraiment comme fait d'un point de vue extérieur à tout ça. Les Français sont comme nous autres ici, là, des guns, ça n'existe pas. C'est comme... je veux dire, c'est vaguement mythique, mettons. On n'a pas la culture du gun. Non, c'est ça. Alors que là-bas, oui, fait que c'est comme de la façon que c'est analysé, je trouve ça intéressant. En même temps, ça prend pas vraiment de parti pris, mais ça explique bien les faits, puis ça glorifie pas justement que tout le monde doit avoir une arme chez eux ou que ces gars-là, ils vont soigner leur PTSD en tirant du gun. C'est comme... C'est un peu étrange, mais c'est bien adressé, je trouve. C'est vraiment intéressant. Génial. Puis, finalement, j'ai passé à travers cette énorme brique. Ben oui, j'ai vu ça chez vous l'autre jour quand je suis allé... c'est 800 pages de Howard the Duck. C'est l'intégrale, hein? C'est ça, c'est l'intégrale de Howard the Duck. C'est l'intégrale de toute la première run, c'est-à-dire de ses débuts quand il est né dans Adventures of Fear avec Man-Thing, qui était un titre d'horreur. Là, soudainement, le nexus des réalités a comme warpé, puis il a débarqué un canard habillé avec un cigare.
Puis ça a comme marqué les esprits, fait qu'ils ont starté une série avec ça. Puis c'est une série, c'est vraiment le fun. Je trouve que ça vieillit bien, là. C'est super witty, c'est très critique de la société. Tu sais, oui, c'est du super-héros parce qu'il y a genre des combats, mais tu sais, c'est des combats contre genre des salières géantes avec des bras de singe ou par un gars. Genre, un des gros méchants, il s'appelle Dr. Bong. C'est un méchant scientifique, un peu comme l'île du Docteur Moreau, mettons. Il est sur son île avec des hybrides animaux, mais sa tête, c'est une grosse cloche. Comme rien fait du sens, tout est ridicule, tout est, tu sais, comme la majeure partie de tous ces 800 pages-là. Le gros truc, c'est que Howard, il n'a pas de job, puis il ne sait pas comment il va manger, puis s'acheter des cigares, genre le reste de la journée, là, ça vieillit super bien. C'est créé par C'est pas Steve une super Gerber. histoire, ça. C'est créé par Non, qui? mais Steve Gerber, qui est Il est décédé. décédé aujourd'hui, hein? Ouais, ben pas aujourd'hui. Il y a Ben, pas quelques aujourd'hui, années, mais quand même. ouais, quelques années. Mais oui, puis c'est surtout... attends, je le pogne. Gene Colan, qui est au dessin. Il y a plusieurs dessinateurs quand même, mais Gene Colan en fait une majeure partie comme un dessinateur super réaliste. Là, puis il est comme, ah, je dessine des canards, c'est drôle. Fait que je conseille ça à tous pour vrai. Tu sais, je les avais déjà lus pour la majeure partie en Essential, puis quand j'ai vu cette édition-là, j'étais comme, je les ai presque tous. Mais La différence, c'est que là, là, ils sont en couleur. en couleur, c'est ça, puis cartonné, Ouais. puis c'est une belle édition. Ouais, puis tu sais, pour vrai, je suis assez fan pour me repayer ça en double. Là. Je suis vraiment satisfait de cette relecture. Cool, ben merci Laurent. Puis toi, en plus, tu as eu un deal, mon petit maudit. Ouais, je l'ai trouvé vraiment pas cher et j'en suis fort content. Excellent. Qu'est-ce que j'avais moi, dans mes trucs? Tantôt, Marilyn, tu parlais d'une nouvelle version du Untitled Goose Game sur la Switch. Mm-hmm. Et justement, la Switch qui a franchi un cap à la date du 30 juin dernier, 61 millions d'exemplaires de la Switch ont été vendus à travers le monde. La NES, donc la Nintendo Entertainment System, elle avait été vendue à 61,912 millions d'unités à travers le monde. Et là, TRDS Jeux vidéo qui rapportait la semaine dernière que le 30 janvier dernier, en fait 30 janvier 2020, il s'était écoulé environ 50 millions de Switch. Donc, faites le calcul, il y a environ 60 millions de Switch qui ont été vendus en l'espace de même pas 6 mois. C'est certainement dû à la pandémie. Ouais, c'est ça. On a souvent parlé à l'émission. Les gens s'ennuyaient, puis là, des Switch. D'ailleurs, ça a causé une pénurie parce que les gens voulaient la console et la manufacture de cette console-là aussi a été arrêtée, a été mise en pause pendant un certain temps. En ligne, vous pouvez trouver une console Switch environ pour 900 à 1000 $ et en magasin, là, quand vous voulez négocier, ça peut être 700 selon RDS Jeux vidéo. Ouais, je suis content d'avoir la mienne, tout ce que j'ai à dire. Mais sans doute, d'ici l'été, le cap, le nombre de Switch vendus va dépasser celui de la NES. Donc, on va battre un record du côté de Nintendo. Sinon, si vous avez été, je reste un peu dans les années 80-90, si vous avez été un enfant dans les années 90, vous avez sans doute connu, à moins que vous aviez été Laurent, vous n'aviez pas ABC, vous avez sûrement connu une série des années 90 qui s'appelait DuckTales. Il y avait l'équivalent français là, à Radio-Canada ici au Québec, mais les nouveaux épisodes de DuckTales étaient diffusés en anglais sur ABC aux côtés d'une autre série basée sur des propriétés Disney qui s'appelait Darkwing Duck. Donc, Darkwing Duck est un super-héros, un genre de Batman un peu bouffon. Un mélange de Shadow, Batman puis un canard. C'est pas mal ce que c'était. Donc, c'est un personnage assez populaire qui a eu le droit à un jeu vidéo il y a très longtemps de ça, de Capcom, si je me souviens bien. Et là, Darkwing Duck va faire finalement son apparition, comme il se doit, en bonne et due forme, dans la nouvelle série de DuckTales dont on vous a parlé, qui est disponible entre autres sur Disney+. Darkwing Duck a fait un petit caméo l'année passée. On le voyait comme étant un personnage d'une série télévisée. Donc, pensez à, disons, Batman qui jouait à la télévision, mais Darkwing Duck dans les nouveaux DuckTales, c'était une émission qui jouait à la télévision avec un acteur qui était un peu bouffon, un peu maladroit, mais qui ne voulait pas qu'on reprenne les prises. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est what you see, what you get. Mais là, on va avoir un épisode complet, même si c'est un épisode spécial d'1 heure. Ça va être diffusé le 19 octobre prochain aux États-Unis. Le nom de l'épisode, c'est Let's Get Dangerous, qui était la phrase clé que Darkwing Duck disait dans la série des années 90. Et tout porte à croire que l'acteur qui prêtait sa voix au personnage, Jim Cummings, va être de retour pour jouer une fois de plus le personnage parce qu'il avait donné sa voix dans le petit caméo qui avait été diffusé l'année passée. Donc,
Darkwing Duck va finalement revenir comme il se doit à la télévision. C'est pas sa propre série, mais quand même, depuis le retour de DuckTales au petit écran, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à le revoir. Puis là, on a au moins, on va l'avoir pour un petit moment. Ça va être plus qu'une minute. Ça, c'est intéressant. Et tout ça a été confirmé par l'entremise du compte Twitter de Frank Angonez, qui est en fait un producteur exécutif sur DuckTales. Donc, en octobre, puis octobre, ben, c'est pas si loin que ça. Je tiens à dire que j'ai jamais vu un épisode de Darkwing Duck, mais que j'avais une figurine, par exemple. Oui, j'avais de la moto, moi aussi. Mais ils sont disponibles. T'es-tu abonné à Disney Plus finalement, Laurent? Tu voulais le faire pour les mopettes? Je vais le faire, mais j'ai vu que les mopettes, finalement, c'était pas à binger. C'était comme un épisode par semaine. Fait que j'ai laissé piler un peu. Puis à un moment donné, moi, je vais pouvoir binger parce que je sais que je vais en vouloir plus. Mais que je commence. Fait que je fais la même chose. J'attends quelques semaines, mais ça s'en vient. C'est un bon truc. C'est un bon truc. Marie-Lune, est-ce qu'il te restait quelque chose dans tes affaires, toi? Non, il ne restait rien. Ben écoute, non, ok, je vais garder celle-là pour la fin. Vas-y donc, Laurent. Moi, j'ai une petite nouvelle aussi d'un retour télévisuel, mais je parle du Fresh Prince of Bel-Air. J'ai vu ça passer, puis c'est bizarre comme annonce. C'est quand même bizarre. Écoute, il semblerait qu'il y ait eu un genre de court-métrage un peu dramatique fait par un gars qui s'appelle Morgan Cooper, qui est comme, si vous voulez, une lettre d'amour pour le Fresh Prince, puis que ça a comme pris tout le monde un peu de court, Will Smith inclus, puis là, tout le monde a décidé de comme, aller de l'avant, puis de remettre ça comme sur les rails, puis de repartir une vraie série de Fresh Prince. Donc, mais greedy sombre, c'est ça? Ouais. Ben, plus dramatique. Moi, l'article que j'ai lu parlait de plus dramatique que sitcom, mettons. C'est pas DC Fresh Prince. Non, je pense pas qu'ils vont se mettre à tuer du monde, mais je pense que ça va se vouloir un peu plus dramatique. On parlait aussi peut-être d'un format qui allait changer là, des 45 minutes au lieu des 20 minutes de l'époque. Donc, ce gars-là qui avait fait ça, Morgan Cooper, il va réaliser et co-scénariser. Puis Will Smith est à bord, il va être executive producer avec aussi, voyons, les producers originaux et les créateurs de la série originale. Donc, tout le monde a l'air de backer le truc. Puis, c'est ça. Il y a un gars qui s'appelle Chris Collins qui est aussi qui va co-scénariser et être le showrunner sur le show. J'ai aucune idée si c'est un showrunner connu. Ça, c'est Tournament Ben. Mais voilà, je vois le nom. Chris Collins, comme Phil Collins, mais Chris Collins. Est-ce que tu as autre chose dans tes nouvelles, Laurent? Parce que moi, je vais finir avec le gros morceau. Je t'attendais d'ailleurs pour pouvoir en parler. Ah ouais. Une toute petite nouvelle une bonne nouvelle pour les amateurs de kaiju. Ça veut dire surtout toi dans l'émission, mais on a toute une sensibilité. Je sais. Julien, la maison. Si vous donnez généreusement au Patreon et que vous pouvez m'envoyer au Japon à nouveau, je vais pouvoir... ça a l'air que... Écoute, j'ai noté le nom. Il y a un parc d'attractions qui s'appelle Nijigen no Mori, dans lequel il y a une expo Godzilla en ce moment et ils viennent d'annoncer qu'ils allaient installer un zipline. J'ai aucune idée comment ça se dit en français, là, mais tu sais, tu te pends après une corde. D'habitude, tu as ça au glissade d'eau, puis tu te tires dans la rivière. T'sais. Ben là, il y a un zipline qui t'emmène directement dans la grande gueule ouverte de Shin Godzilla. Rien de moins de terrifiant. Donc, donnez généreusement au Patreon. Ouvrez les frontières et les compagnies d'aviation pour que je puisse vivre ma belle mort de me pitcher dedans la bouche de Godzilla où je devrais être déjà. Sur le Facebook Live, il y a Dominique Carré qui dit que c'est une tyrolienne, le nom en français. Pour ben oui, c'est vrai. Merci, Doom. C'est exactement ça. Doom, j'en profite pendant que tu es là. Recherche donc dans les bières Loop s'il y en a une au pesto. Parce que je sais qu'il y a du gingembre, mais je sais pas c'est quoi l'autre élément qu'il y a dedans. J'ai oublié. Notre ami. Déjà, ça serait au basilic, probablement. Oui. C'est ça, ça doit être ça. Ça doit être ça. Au pesto. Mais notre ami Doom, qui sort, je crois, demain un nouvel album, qui a un projet solo, Mood. Ah oui? Oui, c'est vrai. Il a fait une annonce aujourd'hui. Je n'ai pas vu ça passer. Il fait de l'électro. C'est super bon. Cool. C'est effectivement très bon. Je recommande tous ses albums et ses EP et j'ai bien hâte d'entendre de nouveau. Est-ce que tu avais autre chose, Laurent? Parce que sinon, je vais passer dans la grosse nouvelle. Vas-y dans la grosse nouvelle.
Je pense que tout le monde en sait un peu de quoi je vais parler. J'ai beaucoup de stock, fait que, comme on dit en anglais, bear with me. Là. C'est du Star Trek, tout ça. Là. Non, c'est pas du Star Trek. C'est malheureusement plus tragique que les dernières séries de Star Trek. C'est pas peu dire. Donc, le 10 août dernier, Warner Media a congédié 800 de ses employés, dont 650 de Warner Brothers, entre 150 et 175 employés pour HBO. Et les coupures ont entraîné également des pertes d'emplois chez DC Entertainment, DC Comics et DC Universe. Donc, les entités se sont vues plusieurs de ses employés congédiés. Les changements surviennent alors que le PDG de Warner Media, Jason Kilar, cherche à normaliser les activités de Warner Media en mettant davantage l'accent sur HBO Max, le nouveau service de flux en continu de la société qui propose des contenus de Warner Brothers, DC Comics, Sesame Street Workshop, Turner Classic Movies, Studio Ghibli, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll et Looney Tunes. Pour ce qui est du contenu de DC Universe, DC Universe n'était pas disponible au Canada. C'était quoi? C'est un service un peu à la Netflix où il y avait des séries exclusives, mais qui nous permettait aussi de lire des comics, un peu ce que Marvel Unlimited permet. Donc, c'est un package deal. Vous aviez accès à des émissions, du contenu exclusif vidéo, mais aussi à les comic books. Le contenu vidéo, les séries vidéo de DC Universe vont transférer vers HBO Max. De ce que j'en comprends, donc DC Universe va juste disparaître. Jim Lee, qui est au sein de la compagnie depuis plusieurs années, va rester Chief Creative Officer. Donc, son travail, c'est de superviser les créatifs dans l'ensemble des divisions de Warner pour s'assurer qu'il y a une certaine cohésion des propriétés intellectuelles de DC Comics. Par exemple, si vous traitez de Batman, c'est le genre de personne à qui vous allez faire référence pour s'assurer d'une certaine cohésion. Puis, c'est quoi les avenues créatives qu'on peut explorer. Il va avoir plus de responsabilités maintenant. Ça a l'air qu'il garde toujours son titre de publisher, donc d'éditeur, mais il semble être beaucoup plus dédié à superviser l'ensemble des activités. D'ailleurs, dans une entrevue avec Hollywood Reporter, Jim Lee disait qu'on lui donnait plus de responsabilités, mais qu'il allait travailler encore au sein de l'équipe. On n'a pas exactement les noms de tous ceux qui ont été congédiés du côté de DC Comics, mais on sait qu'environ le tiers de l'équipe éditoriale ont perdu leur job. Ça, c'est beaucoup de monde qui ont d'ailleurs des rôles clés. Je vous en ai nommé quelques-uns ici. Le rédacteur en chef Bob Harris, le vice-président senior à la stratégie de publication et des services de support Hank Canals, le vice-président du marketing et des services créatifs Joanne Welland, le vice-président des initiatives publication mondiale et stratégie numérique Bobby Chase, le rédacteur principal des récits Brian Cunningham, le rédacteur en chef Mark Boyle, qui a entre autres supervisé le déploiement des romans graphiques de la ligne Dark Label. D'ailleurs, il y a bien des gens qui se demandent c'est quoi le futur de Dark Label. Dark Label qui est une étiquette plus adulte des propriétés de DC Comics qui faisait surtout dans des histoires qui n'étaient pas dans le canon actuel de DC. Donc, c'est comme ça que je vais le résumer. On ne sait pas. Pour l'instant, du côté de ce que Jimmy dit, c'est qu'il n'y a rien qui est annulé. On continue à créer les titres. Les gens qui ont été engagés pour créer des titres vont continuer à les créer. Mais il va y avoir une réduction des publications qui vont être faites du côté de DC Comics. Donc, je dis n'importe quoi, mais si on en avait 60, ça risque de tomber à 30. Il va en avoir beaucoup moins. Fait que comme je disais avec Jake dans une conversation privée qu'on avait, j'espère que vous aimez Batman en tabarnak parce que c'est probablement ce qu'ils vont vous publier à outrance dans les prochains mois. Non! Bob Harris, qui je disais, qui est le vice-président senior, pas le vice-président senior, mais rédacteur en chef qui a perdu sa job, va être remplacé par intérim par deux dames qui travaillaient déjà chez DC Comics. Mary May Javin, qui était en charge de la stratégie numérique chez DC Comics, et Michelle Wells, qui est en charge de l'étiquette Young Adult, donc édition jeunesse ou jeune adulte de DC Comics, qui s'appelait WA Comics. Donc, les deux semblent avoir des orientations différentes pour la compagnie, donc ils risquent de se partager les responsabilités dans des directions qui sont complètement différentes. DC Direct, qui est la division en charge de la manufacture ou la manufacture des marchandises et des items de collection, ferme également ses portes après 22 ans de service. Ce que Jim Lee dit, c'est qu'on va continuer encore à créer des objets de collection, mais ce processus-là va être géré à l'externe, donc ça ne sera plus DC Direct qui va s'en occuper. Donc, en entrevue, Jim Lee a dit beaucoup de choses. Là. Je vous invite à aller lire d'ailleurs l'article du Hollywood Reporter. Mais on semble préconiser un modèle numérique qui va peut-être éventuellement voir faire des fruits vers le physique. Donc, par exemple, il donnait l'exemple, Jim Lee, des comic books basés sur la série de jeux vidéo Injustice. Les comic books ont existé en numérique et par la suite ont été publiés. Donc, il y a une possibilité que c'est ce qu'on regarde.
Ça a été souligné. Il n'a pas dit que c'était ça qui allait arriver, qu'on allait continuer à publier des comic books, des romans graphiques, des singles, mais c'est une possibilité qui est à l'étude. Il reste à voir comment tout ça va s'orienter, s'orchestrer dans les prochains mois. D'ailleurs, j'en ai parlé la semaine passée, mais le 22 août prochain, il y a l'édition d'une convention en ligne DC Fandom qui va toujours avoir lieu. Ça se passe sur le site DC Fandom. Donc, reste à voir si on va avoir des précisions, parce qu'on en entendait déjà pour les futures propriétés comiques, jeux vidéo, téléséries, films de DC. Là, avec les congédiements qui ont eu lieu, on va sûrement avoir des précisions. En tout cas, j'espère qu'ils vont l'adresser. D'ailleurs, on parlait de Denis Rodier. Denis Rodier, qui est un auteur de bande dessinée qui a travaillé chez DC dans les années 90, il disait, selon l'entrevue de Jim Lee, si tu prends certains mots-clés là, ou certaines phrases qui sont dites, on dirait que Warner Media considère DC Comics comme étant une machine à lait, à idées, pour développer du contenu après à la télévision, au cinéma et en jeux vidéo. Et j'avais le même feeling en lisant l'entrevue. Puis c'était déjà dans l'air du temps depuis un certain temps. Warner Media, ça n'a pas de l'air d'être une entité qui est dédiée à l'édition de comic book. On dirait qu'ils ne savent pas comment gérer ça. Il y a eu plusieurs changements au cours des dernières années, le déménagement de DC pour se rapprocher des studios de Warner en Californie. Il y a eu le congédiement aussi de certains hauts placés chez DC dans les dernières années. Il essaie des affaires. Je ne prétends pas connaître la recette. Je ne sais pas qu'est-ce qui motive quoi, mais c'est sûr que d'un point de vue extérieur, on a matière à se questionner, à savoir c'est quoi le véritable futur des propriétés en comics de DC. Qu'est-ce que tu allais dire, Laurent? C'est comme s'ils ne considèrent pas le comic comme un produit fini déjà, genre. À part entière. C'est ce que je comprends, là, c'est ça. C'est juste comme... de la promotion du marketing. Ouais. Un mal nécessaire pour faire des films. Genre. Voilà. Il faut dire que du comic book, là, puis même du côté de Marvel, c'est pas ce qui a amené le plus de lecteurs du côté du papier, puis même des versions numériques. Ça reste un médium de niche. Il n'y a pas d'argent, entre guillemets, là, à faire avec ça. C'est pas l'équivalent des films, c'est pas l'équivalent des téléséries ou des jeux vidéo. Donc, on est ailleurs, mais je trouverais ça plate. Je ne veux pas faire mon oiseau de malheur, là, mais ça regarde plutôt moins bien. Ce sera curieux de voir comment on va reprendre le dessus. C'est sûr qu'on va avoir moins de titres. Je pense qu'il va toujours avoir des publications, mais attendez-vous à ce que ça soit réduit. Ben, tu sais, même moi qui n'ai pas fan de l'univers de super-héros de DC, je sais reconnaître qu'ils sont quand même assis sur un bagage culturel incroyable. Oui. Tu sais, ça serait dommage de sacrer tout ça au vidange ou que ça serve juste à faire des films là, avec Ben Affleck. C'est c'est ça. Ah bon, non, mais ils ont vraiment l'air de sacrifier la qualité, tu sais, juste pour... c'est une machine, c'est une entreprise pour faire de l'argent, mais il y a toujours moyen d'offrir quand même de la qualité à son lecteur, d'offrir quelque chose, d'avoir le respect de son following, de son lecteur pour offrir du bon matériel autre que... Ceci dit, je trouve que ça fait quand même plusieurs années que j'ai l'impression que le comic book, en tant que publication de 32 pages, mettons, vit sur des heures empruntées un peu. Écoute, je connais presque plus personne qui en achète comme ça. Tout le monde attend le trade, tout le monde attend la collection. Ça se peut que, à un moment donné, dans un futur pas si lointain, on passe à cette prépublication-là. Avant, c'était ça le produit final. Maintenant, c'est plus le produit final, c'est rendu une prépublication. Ça se pourrait que cette prépublication-là se fasse désormais que de façon virtuelle, puis qu'après, on sorte des hardcovers. Ça se pourrait. Ce qui serait dommage, en tout cas du côté de DC, c'est si on décide de publier seulement les titres qui ont remporté un certain succès en numérique. Ouais. Puis le reste à savoir aussi si le public va suivre, puis le lecteur va suivre. Tu parlais des singles. C'est vrai que moi, j'ai abandonné les singles depuis longtemps. Il y a des gens qui ont un attachement assez fort aux singles qui éventuellement sont collectionnés qui éventuellement sont collectionnés en trade. Moi, je ne serais pas déçu donc la perte des singles. Mais si on me dit demain, on arrête de publier du papier pour des volumes, des albums de DC, je ne serais pas déçu. 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 Je
Ouais, là, je pense que ça va me faire un peu plus mal. Qu'est-ce que tu allais dire, Marie-Lou? Excuse-moi, est-ce qu'il y a encore... Tu sais, je me souviens de Jake qui racontait qu'il prenait son argent pour aller au magasin du coin puis acheter des petites bandes dessinées puis tout ça. Je sais pas si ça existe encore parce que j'ai l'impression que c'est peut-être, tu sais, que je sais pas si on achète les grosses, on attend des compendiums maintenant parce qu'on est des vieilles personnes avec plein d'argent. Avec plein d'argent, oui, c'est ça. Puis j'ai l'impression que peut-être que ça, c'était plus pour intéresser la plus jeune génération. Puis peut-être que la jeune génération qui prend son petit change, d'aller s'acheter des bandes dessinées, font plus ça. Donc, le public n'est plus là pour ça. Les singles existent encore. Les singles sont vendus dans des magasins spécialisés, style le Millennium, Librairie Z, Captain Québec, 1 Million Comics. C'est ça l'affaire, en fait. C'est que, tu sais, moi, quand j'ai commencé à acheter des comics, je les achetais pas chez Millennium dans ce temps-là. Je les achetais dans la tabagie du Carrefour Laval. Des fois, chez Archambault, c'était pilé en plein de revues. Ouais. Je pense que ce marché-là ne fonctionne plus comme ça. Ou le marché où tu trouves des comics avec des magazines dans n'importe quel dépanneur. C'est ça, c'est rendu plus niché dans les comic shops. À l'inverse, tout ce qui est plus le livre, donc les trade paperbacks, le hardcover, eux sont retrouvés, alors qu'ils n'étaient pas avant, dans plusieurs librairies de livres généraux. Ouais. Dans Indigo, par exemple. Indigo, Chapters, ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas de super-héros dans ces places-là. Fait que le marché est en train de shifter, j'ai l'impression, mais en même temps, c'est encore un peu problématique du fait que ce qui va, pour l'instant, faire continuer un titre, ça va être quand même ses ventes en comics, en singles. Ils se basent là-dessus pour annuler ou pas un titre, dans le fond, mais c'est plus, d'après moi, le meilleur indicateur de lecture. Ben là, écoute, il va falloir c'est un gros changement du marché au complet, en fait. Là, mais... En même temps, moi, ça fait une couple d'années que je fais cette chose-là. Je pense qu'en 2005, les gens parlaient, 2006 déjà parlaient de la fin des singles. Fait que, je veux dire, c'est pas demain la veille, mais c'est sûr que pour une nouvelle génération, déjà intéresser un kid de 22-25 à lire des comic books, c'est une tâche. C'est pas évident. Il y a beaucoup de titres, c'est intimidant, tu sais pas par où commencer. Il y a un gros bagage. Fait que déjà, en partant, tu as de la résistance à essayer de trouver des nouveaux lecteurs. Mais ce nouveau lecteur-là, tu ne vas pas l'intéresser par des singles. Tu vas l'intéresser avec des trades, avec des collections, des éditions de collection. Des histoires complètes, des histoires complètes, mais pas des singles. Fait que ça, c'est porté, c'est sûr, à disparaître. Mais là, on n'est même pas rendu là. Ce qu'on semble dire, c'est continuer à pondre des histoires DC Comics parce que ça nous permet d'adapter tout ça en télésérie, en film, puis whatever. Et peut-être éventuellement, le côté physique va prendre un coup, mais on n'est pas là. Mais dans la vague de congédiement, DC a été affecté, mais il y a quand même 800 personnes chez Warner Media qui, en temps de pandémie, ont perdu leur job. C'est quand même assez incroyable. Je pense à eux autres à ce moment-là où, comme Jake parlait, à un moment donné, on se parlait one-on-one, il disait, imagine, tu as été chez DC pendant 30 ans, 20 ans. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu retrouves un autre job, c'est terrible. Fait que moi, je pense surtout à ces gens-là. Mon petit Batman m'a le lire. Je suis pas inquiet. Mon petit Batman, je suis pas inquiet. Mais, ils n'arrêteront jamais celle-là. Non, je pense pas. Je penserais pas. Fait que c'est ça pour DC Comics. Est-ce que quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Non, c'est triste. On va vous tenir au courant. Il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé, mais allez jeter un coup d'œil à l'entrevue de Jim Lee. C'est assez révélateur. C'est très intéressant. Puis on va voir comment tout ça va s'orienter pour les prochaines semaines. Rapidement, je vous dis que ce mercredi, les soirées programme double se poursuivent pour les membres Patreon des Mystérieux Étonnants. Et comme on est passé au travers de l'univers cinématographique de Marvel, on se tape des films un petit peu pêle-mêle ici et là. La semaine passée, on s'est tapé les 2 premiers Superman. C'est long. C'est très long. D'ailleurs, le générique, c'est genre 10 minutes. C'est très long. Mais on va se taper cette fois-ci, ce mercredi 19 août, les 2 premiers Ninja Turtles.
Et j'ai très hâte, parce que le premier, c'est un de mes films favoris. Je l'ai réécouté récemment, d'ailleurs, et ça tient encore très bien la route. C'est malade. C'est très bon, c'est très bon. Donc, ça, pour l'écouter avec nous, c'est simple, vous devez être membre Patreon. Quand vous êtes membre Patreon, ben, vous avez ça à m'écrire, puis je vais vous dire, voici le lien vers le Discord. Puis on a une belle communauté active sur le Discord en ce moment. Pour l'instant, le Discord est ouvert seulement aux gens qui sont membres Patreon. C'est quoi qui se passe là-dessus? Ben, il y a des discussions, il y a des gens qui se partagent des memes, des nouvelles, des nouvelles dont on parle des fois à l'émission d'ailleurs. C'est une de mes sources d'inspiration pour le show du lundi. Et c'est bien bon monde. Puis il y a un groupe du samedi qui s'oriente aussi, qui s'organise. On écoute des films des fois le samedi, ensemble. Donc, c'est une belle gang. Si ça vous intéresse de joindre Patreon, vous allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vos Patreon. Si vous avez déjà donné, considérez le refaire à nouveau. Pour l'équivalent d'un café par mois, faites en sorte qu'on existe et qu'on est capable de payer tout ce que ça encourt, les activités des Mystérieux Étonnants. C'est pas parce qu'on est simplement virtuel qu'il n'y a pas des factures qui rentrent. Il y en a. Et, merci pour tous ceux et celles qui donnent. Si vous avez déjà donné, n'hésitez pas à vous reprendre. D'ailleurs, il y a des gens qui donnent pour 2 mois, 1 mois, puis arrêtent, puis tu les revois 6 mois plus tard. C'est bien correct. Tout support est accepté. D'ailleurs, différentes façons de nous supporter. Oui, il y a Patreon, mais laissez une petite critique sur Apple Podcasts. Partagez le show, parlez-en à vos amis. C'est comme ça qu'on va avoir plus de gens qui vont se joindre à une belle petite famille. Plus d'amis. Puis que je vais pouvoir aller faire de la tyrolienne dans la bouche avec mon animal préféré. Eh boy. D'ici là, d'après moi, DC Comics n'aura plus d'édition papier. Oh. Je ne veux pas te décevoir, mais c'est ça. Je veux aller dans la bouche de Godzilla. Pour les gens qui nous écoutent live, on va faire une petite pause, mais pour les gens qui écoutent l'édition audio du podcast, vous allez entendre une entrevue que j'ai réalisée avec Nicolas Archambault, qui est co-directeur de la section asiatique au Festival Fantasia, qui aura lieu cette année en édition numérique exclusivement du 20 août au 2 septembre. Donc, c'est une petite entrevue de 20 minutes. Et après, nous, on parle de la bande dessinée de la semaine, X-Men Fantastic Four, dans quelques instants. Salut tout le monde, c'est Benoît Mercier. Je suis maintenant avec Nicolas Archambault, co-directeur de la section asiatique au Festival Fantasia, qui va avoir lieu quand même cette année malgré le beau foutoir dans lequel on est. Ce sera du 20 août au 2 septembre prochain, une édition complètement en ligne cette fois-ci. fantasiafestival.com pour plus de nouvelles. Salut Nicolas. Bonjour. Pour les gens à la maison qui écoutent les Mystérieux Étonnants depuis un certain temps, vous le savez, Nicolas et moi, on est des amis, on travaille ensemble depuis maintenant 5 ans. Cette année, il n'y aura pas de collaboration professionnelle parce que le show de Fantasia ne revient pas, pour les raisons que vous connaissez sans doute. Mais on se connaît, on est des amis depuis très très longtemps. Donc, je veux être transparent en partant. Si vous considérez que ce n'est pas une entrevue objective, bravo. Vous pouvez arrêter d'écouter le show. C'est vrai, c'est le cas. C'est pas tout à fait objectif. Mais c'est ça, Nick, c'est un grand passionné de cinéma coréen, japonais. Ça fait des années qu'il nous amène des films justement asiatiques qui viennent d'ailleurs, des espèces de curiosités des fois qu'on n'a pas vues ici en Amérique du Nord. Avant de commencer là, de sauter dans le vif du sujet, donc les films que tu as programmés cette année, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi tu recherches quand tu écoutes des films pour une programmation? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu recherches en particulier? De la surprise. Au Japon, il y a une narration à laquelle on n'est pas habitué ici. C'est un cinéma très imaginatif, très pété, on pourrait dire, ouais. souvent. Et c'est ça. La variété aussi, parce que j'ai la prétention à chaque année d'essayer je sais pas si je réussis, là, mais j'essaie de faire un portrait de quoi a l'air le cinéma coréen et japonais, la production de cette année-là. Donc, c'est pas juste d'avoir des films d'horreur, c'est pas juste d'avoir des grosses comédies grasses ou juste d'avoir des thrillers. J'essaie de varier, puis aussi de trouver des nouveaux réalisateurs. Ça, c'est un travail qui se fait sur un an. C'est pas... Des fois, les gens s'imaginent que vous regardez des films 3 mois avant que le festival commence, puis c'est un travail à longue haleine. Oui. Le festival finit le 2 septembre et le 3 septembre, je commence ma liste ma tracking list pour l'année prochaine. Puis là, on le sait, avec la pandémie, le festival est devenu une édition complètement numérique, ce qui est une bonne chose quelque part. C'est sûr qu'il y a une partie de l'expérience de Fantasia
c'est le public, c'est la foule, c'est le site comme tel de l'Université Concordia qui bouillonne pendant presque un mois durant le festival à chaque année. À quel point la transition vers une plateforme numérique, ça vous a affecté, vous, au niveau de la programmation? Ça m'a affecté énormément. Premièrement, de nombreuses, presque toutes en fait, beaucoup de compagnies, surtout les grandes corporations japonaises et coréennes, comme, je ne veux pas en nommer, là, je veux pas, parce que c'est pas le temps. Mais non, mais c'est pas des pointés du doigt, je comprends absolument leur réticence, mais certaines ont dit non, nous autres en ligne, on veut rien savoir. Okay. Donc, il y a plusieurs compagnies avec lesquelles ça a été très rapide. Ça a été non. Puis c'est compréhensible. Puis aussi, en février, les salles de cinéma, les sorties cinéma étaient déjà reportées en Corée puis au Japon. Donc, les films ont arrêté de sortir en salle à partir de février. Donc, pour avoir des nouveaux films, j'avais des films qui étaient confirmés à Berlin et puis qui se sont déconfirmés parce que vu que la date de sortie était repoussée, ben là, il n'était pas question qu'ils mettent le film en ligne avant de sortir en salle. Faut rappeler aussi, puis corrige-moi si je me trompe, Nicolas, que le but d'un festival, c'est de faire la promotion des nouveautés, des nouveaux talents. Et c'est pour ça qu'habituellement, un festival, le film va faire la tournée des événements, créer un buzz, une rareté. Donc, c'est normal que des distributeurs, des maisons de production sont peut-être plus frileux à l'idée de distribuer leurs films dans une édition numérique parce qu'on a l'impression que ça ne fera pas le même impact qu'une projection en salle avec un public, surtout un public comme celui de Fantasia. Absolument. Il n'y a pas juste l'aspect piratage qui les rend un peu froids à l'idée de mettre leur film en ligne. Il y a aussi cet aspect-là. Donc, c'est sûr que ça va être différent, mais les gens vont pouvoir se faire leur propre ambiance. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà une soirée Hentai Kamen de préparer avec mes amis. On va regarder les deux films du pervers masqué. On va s'en faire de l'ambiance. Ouais, j'imagine qu'il va y avoir des projections de style party de groupes qui vont se faire dans des cours quelque part. Là. Absolument. Ça, c'est certain. Puis déjà, d'ailleurs, c'est bon, le festival a développé ou a mis en place un serveur Discord pour les gens qui connaissent la plateforme pour questions-réponses, les films à regarder, les suggestions, la presse aussi a accès à ce Discord-là. C'est super pratique. Donc oui, c'est sûr que vous ne pourrez pas interagir avec les gens du festival one-on-one cette année. C'est normal, puis c'est bien correct aussi. Mais vous allez pouvoir être en mesure d'avoir au moins un accès aux gens qui l'ont bâti, ce festival-là. Si vous avez des questions, des réponses, il y a une équipe qui est là pour vous répondre. Mais sautons dans le vif du sujet, Nick, combien de films au total t'as programmé cette année? Je dirais une vingtaine. Quand d'habitude, c'est autour de 40-50. OK, ça a quand même de moitié, ça diminue de moitié. Mais tu me disais hier, en genre de pré-entrevue, que le festival va quand même projeter presque autant de films qu'à l'habitude. Oui. Dans l'Asie, on en a moins. Mais de l'autre côté, il y a aussi Ariel qui en a programmé beaucoup. Fait qu'on se ramasse avec à peu près le même nombre, une trentaine de films. Puis d'habitude, on est, mettons, autour de, 40-50, donc c'est pas si mal. Et puis là-dessus, on a aussi la section des classiques. Donc, les gens vont avoir la chance de voir des films qui étaient peut-être sold out quand ils ont été présentés à Fantasia. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, fait que c'est une occasion de le faire. Puis, c'est ça. C'est à peu près 18 films japonais, puis 6 films coréens. Donc, un petit peu plus d'une vingtaine de films de ton côté, mais on va en parler de 5, puis au pire, allez, tu reviendras dans les prochaines semaines, là, parce que le festival va durer quand même plusieurs semaines. Commençons par le premier que tu m'as suggéré, puis là, tu me corrigeras sur la prononciation, parce que je n'ai pas les capacités linguistiques que tu as développées au fil des années à travailler pour Fantasia, mais c'est Wotokoi, Love is Hard for Otaku. Est-ce que j'ai bien dit ça? C'est le réalisateur... Watakoi. OK. Oui. Et c'est de Fukuda. Yuichi Fukuda. Donc, je pense que le sujet, les otaku, si vous écoutez les Mystères étonnants, probablement vous connaissez ça. C'est un type d'individu
qui a une fascination, pour ne pas dire une obsession pour la culture populaire japonaise particulièrement, donc les animés, les jeux vidéo, les mangas. C'est un sujet qui a souvent été traité. On voit que c'est une réalité japonaise, comme nord-américaine, c'est une réalité japonaise qui est souvent traitée aussi dans le cinéma japonais. En quoi ce film-là est différent des autres films qui ont déjà traité du sujet des otaku? Ben, c'est que le otaku dans ce film-là est pas souvent ça a un sens péjoratif, surtout dans notre regard à nous. Ouais, c'est vrai. Mais on est tous des otaku. On est otaku de quelque chose. Moi, je suis otaku de film, puis je suis otaku de voyage, puis tu sais, c'est juste d'avoir une passion, puis de vraiment se donner corps et âme dans sa passion. C'est investir de l'argent dans des films, dans de la musique, faire des recherches, avoir des posters. Tu sais, c'est ça. Donc, le film est absolument pas péjoratif. Les deux personnages principaux sont des otaku. De, ça, c'est un peu particulier, c'est les mangas où deux hommes hétérosexuels se prennent d'une passion subite et soudaine. Oui, c'est un genre au Japon. Il y a un Ouais, nom pour ça, ouais. mais j'ai oublié le terme. Ah, je l'ai oublié. J'aurais dû le prendre en note. Oui, mais c'est ça un commence genre. par Y. Oui. C'est très populaire auprès des jeunes filles. Ouais, c'est ça. Puis elle est maniaque de ça, puis d'animé, puis de manga. Puis lui, il est otaku de jeux vidéo. Mm-hmm. Puis, tu sais, t'as même des conversations où, les otaku de jeux vidéo, on sait bien, vous autres, vous êtes de même. Puis, fait que, tu sais, les otaku se taquinent entre eux. Puis, la plus grande particularité de ce film-là, c'est que c'est une comédie musicale. Oh, nice. Donc, je sais que l'année passée, Dance With Me avait gagné un prix du public. Ben, je mettrais un petit 2 sur Watakoi cette année parce qu'avec, en plus, le sujet de la pop culture japonaise, puis les numéros musicaux sont tous reliés au contexte dans lequel ils surviennent. Donc, quand ils vont dans le quartier de Shibuya, où là, c'est le paradis des otaku, ben là, c'est de la grosse J-pop avec des soutes rose bonbons. Puis là, quand ils sont dans un bar en fumée, ben là, c'est du jazz un peu crasseux. Puis c'est vraiment le fun. Les numéros musicaux sont vraiment différents les uns des autres. Puis c'est ça. N'importe quel. S'il y a il y a de plus en plus d'adeptes de la J-pop et de la K-pop, ça, c'est le film pour vous. Le prochain que tu nous suggères, c'est Project Dreams How to Build Mazinger Z Anger. Donc, ça, si je comprends bien, c'est un groupe, et là, corrige-moi si je me trompe encore une fois, qui essaie de recréer le fameux hangar duquel un des robots principaux dans l'univers de Goldorak sort dans le dessin animé. Est-ce que c'est ça? Ben, c'est pas l'univers de Goldorak, c'est un univers qui a inspiré. D'accord. Goldorak découle de Mazinger Z. Ici, Goldorak est extrêmement populaire, puis Mazinger Z beaucoup moins. Là-bas, au Japon, c'était le contraire. OK. Donc, quand tu te promènes dans les magasins d'animés puis de figurines, là, les Mazinger Z se vendent pas mal plus cher que les Goldorak. Contrairement ici, que ça vaut une fortune si tu veux une belle petite statuette. Là. Oui, c'est ça. Puis, c'est l'histoire, étrangement, c'est une histoire vraie. OK. C'est une firme d'ingénieurs qui, la section marketing de cette firme-là, ont décidé de faire l'étude de faisabilité pour savoir comment on pourrait faire dans la vraie vie le hangar de Mazinger Z pour qu'il sorte de sa piscine. Puis, qui est un robot géant, on rappelle. Oui, un Goldorak, là. Ouais. Donc, puis avec les études géologiques, le poids de l'eau quand la piscine se vide, puis pour pas qu'elle se vide à chaque fois, puis que tu mettes la hausse dedans pour que l'eau revienne. Puis c'est ça, c'est assez particulier. Puis t'as un beau mélange entre la réalité puis la fantaisie. Mm-hmm. Parce que, il utilise beaucoup d'images de l'animé Mazinger Z. Je veux pas vendre la fin parce que c'est très, très intéressant, mais ça commence d'une façon... Il présente les personnages comme si c'était des personnages de manga, puis c'est drôle, puis à un moment donné, ben ça rentre plus dans la technicalité, justement l'étude géologique, qu'est-ce qui va arriver, ça peut tout s'effondrer, comment ça va coûter...
Et ce projet-là existe pour vrai. On peut le trouver sur Internet, là. Comment ça coûterait, combien de temps ça prendrait pour bâtir le hangar de Mazinger Z. Ben, c'est intéressant parce que, tu sais, c'est pas comme s'ils dépensaient des milliards d'argent public pour faire ça, là. C'est Non. juste faire l'étude de faisabilité. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que il y a plus autant de projets. Tu sais, dans le temps, on bâtissait des centrales hydroélectriques, puis là, à cette heure, à part patcher des routes, bâtir un train, tu sais, ça fait que, il s'évade à travers ça pour voir, tu sais, ce serait quoi la capacité qu'on aurait dans le cas de... Donc, peut-être que quand Gundam va être fonctionnel, ben, ils vont lui faire un hangar. Peut-être bien. Peut-être bien. C'est peut-être la première étape pour avoir un vrai Gundam qui fonctionne comme dans Ben oui, les c'est ça. animés. Donc, Faut qu'il sorte comme faut. je rappelle le titre Project Dreams How to Build Mazinger Z's Hangar. Le prochain, c'est Me and Me. Là, on est dans le cinéma coréen. Ouais. C'est fantastique, c'est thriller, c'est drame, c'est bien dur à décrire, c'est dur à mettre dans une petite case. Puis c'est ça que j'aime. Oui. J'aime ça quand on peut pas Tu le mettre dans programmes une petite souvent des case. films comme ça. Ah oui. Puis celui-là, c'est assez unique. C'est un couple d'apparence idéale. Là. Le monsieur est prof à l'école primaire, puis la dame, elle est femme au foyer, puis ils ont l'air d'être le couple idéal. Puis le problème, c'est que c'est pas le cas. Le soir, à la tombée de la nuit, à tous les jours, elle a une personnalité différente. OK. Donc, un voisin qui entend du bruit puis qui veut aller sentir, un soir, se ramasse devant la gentille jeune dame gênée et super tu sais, discrète, en mode championne de judo, fait qu'elle te le pitch partout dans l'appart, puis il sort de là, puis bien sûr, dans un village rural, les nouvelles se répandent comme une traînée de poudre. Je vois. Fait qu'ils décident que le soir, ils vont faire une porte grillagée puis l'enfermer dans le grenier. Et là, survient un incendie. OK. Fait que le couple, il est plus là. Puis là, il y a un enquêteur qui vient pour enquêter sur cet accident-là. Et là, à partir de là, ben, il va finir par se demander s'il est vraiment lui-même. OK. OK, c'est Genre. partiellement intriguant. Mais je vois que tu veux pas trop en dire parce que j'ai Non. l'impression que si t'en rends compte davantage, on va en apprendre un peu trop. Ben, un matin, il se réveille une personne totalement différente. OK. Puis après ça, ben, c'est très drôle parce que il y a des petits aspects de comédie. C'est avec l'acteur Chu Jin-won qu'on avait vu dans A Hard Day. Ouais. C'est un des acteurs les plus respectés en Corée. Puis, tu sais, il est capable d'avoir une présence très intimidante, mais en même temps d'être très drôle. Ça, Fait qu'il se rend compte qu'il est pas lui-même, puis que le monde l'appelle professeur, puis il fait comme si toi. Puis il est vraiment drôle. Ça, c'est un aspect qui revient souvent, puis on en a parlé plusieurs fois au cours des dernières années, à quel point les Coréens sont capables de mettre dans leur drame de la comédie et vice-versa. Oui, puis de casser casser quand les il décide- codes, puis c'est fluide, ça se mélange très bien. Oui, puis quand il décide que tu ris plus, ben tu ris plus. Non, c'est ça. Moi, non, au contraire, tu ris jaune. Ouais, la rupture de ton là-dedans, c'est la chose qui me fascine toujours du cinéma coréen. C'est comment tu peux penser que tu t'en vas à une place, puis là tout d'un coup, ping! Non, monsieur. Je me souviens d'un film que tu as programmé, je crois, il y a plusieurs années, Chaser. Ça se Ouais, peut-tu? The Chaser. C'est l'exemple que je donne tout le temps. C'est l'exemple parfait parce que tu ris à plusieurs reprises. Le détective pourchasse un tueur en série. Lui-même est un peu tout croche, un peu bouffon. Ben, c'est pas un détective, c'est un pimp. Ouais, c'est ça. Ancien détective. Ok, oui, ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais il est un peu, il est pas, on s'entend, là, c'est un anti-héros. C'est pas un héros par excellence sans Non, faille. du tout. Et tu Ça ris, aussi, tu c'est fous de très sa gueule. particulier. Tu ris, tu fous de sa gueule plusieurs fois. Mais le film devient dramatique par moments. Puis là, je veux dire, ça fait longtemps qu'il est sorti, mais la fin qui est particulièrement dramatique. Et tu ris plus, comme tu dis, là. On est dans l'autre zone. Mais on passe de 100 à 0 en une fraction de seconde. Oui. Moi, je me souviens, le screening à Fantasia, la projection, excusez mon français. La projection à Fantasia, j'avais mon idée et c'est exactement à ce moment-là, c'est quand le proxénète se rend compte que
la fille, tu sais, son employé, entre guillemets, qui recherche avec sa fille, la fille de la prostituée. Là, quand il se rend compte que là, elle est vraiment dans le trouble, puis que la petite fille se met à pleurer quand elle voit son visage, qui réalise la gravité de la situation. À partir de là, il n'y a plus un rire dans la salle. Non, c'est devenu extrêmement silencieux. Ouais. Passons au prochain, Nicolas. Kakegurui Oui, de un autre. Tsutomu Anabusa. Oui. C'est une Qui est la école même de gambler. Ça, j'ai pas compris. J'ai compris Ouais. ça comme un genre de Harry Potter au niveau... Harry Potter. Harry Potter, tu sais, il filme des battes. Harry Potter au monde des gamblers. Donc, des gens qui font des jeux de cartes. Ben, à peu près. Mais c'est beaucoup plus... c'est un commentaire vraiment... Ce que j'ai vraiment, vraiment aimé de ce film-là, c'est que le commentaire sur la société qui se fait, la politique, la corruption, l'appât du gain, la lutte des classes, tout est amené à partir de groupes dans l'école. En gros, l'histoire, c'est que c'est une école où le statut hiérarchique est entièrement défini par ta capacité à faire des gains au pari. OK. Puis tu as la présidente du conseil étudiant qui oblige même les élèves à parier. Donc, t'as comme pas le choix. Fait que si à un moment donné, tu te ramasses banqueroute puis tu peux pas rembourser un pari, ben tu deviens comme l'animal de compagnie de la personne. L'animal de compagnie? Tu viens comme Ouais, ça... tu marches à quatre pattes avec une laisse, puis il t'appelle Doggy. Fait que, puis il y a un groupe qui ressemble étrangement à un culte religieux, une secte un peu. Puis eux autres, ils refusent de gambler, puis là, la présidente du conseil étudiant pour les dissoudre, les rejeter, elle décide de déclarer une élection qui peut être gagnée juste en participant à un tournoi de jeu. Donc, en gros, il joue la démocratie. Wow. OK. Donc, Donc c'était les 4 suggestions. Ben, il y en a d'autres de Nicolas Archambault, qui est co-directeur de la section asiatique, avec King Wei Chu. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil au site de Fantasia parce qu'il y a plusieurs films, encore une fois, cette année. C'est presque autant de films que les autres années, même si c'est une édition numérique exclusivement pour l'édition 2020. Le site internet, c'est fantasiafestival.com. Il y a la liste de tous les films dont on vient de parler. Et c'est assez simple aussi, là, je l'ai fait cette semaine. Si vous voulez acheter des billets en ligne pour les projections, en plus, les prix sont beaucoup. C'est 2 $ de moins qu'à l'habitude, même 3 $. Je pense que c'était 11 $ depuis des années. Maintenant, c'est 8. Donc, oui, vous n'avez pas l'expérience Fantasia en salle avec la foule qui est absolument disjonctée, mais vous faites une économie. Ça vous permet d'écouter plus de films. Donc, allez jeter un coup d'œil. L'édition de Fantasia 2020 va se dérouler du 20 août au 2 septembre prochain. On rappelle, Nicolas, c'est important que les billets sont limités. C'est pas parce que c'est une édition numérique que vous avez autant de billets à distribuer que l'on veut. Parce que, bon, encore une fois, il y a l'idée de créer une rareté, créer un buzz autour des films. Donc, c'est aussi contractuel. C'est contractuel, exactement. Mais je veux dire, de la part des maisons d'édition, des maisons de production, c'est un désir. Il y a une raison pour ça. C'est pas Fantasia qui exige un minimum de billets. Donc, voilà pour les détails. C'est ça, encore une fois, fantasiafestival.com. Et c'était Nicolas Archambault, co-directeur de la section asiatique. Merci, Nick. Tu reviendras dans les prochaines semaines, si tu veux bien, nous faire une suite à tes prochains films. Puis on rappelle aussi que les films sont projetés à des heures fixes. Et il y a aussi certains qu'on peut louer n'importe quand, mais là, habituellement, c'est des heures fixes. Ça ne sera pas Netflix pendant un mois. Là. Non, c'est ça. Les films dont j'ai parlé aujourd'hui sont tous à heure fixe. Parfait. Mais tous les classiques et certains films comme un autre film dont j'aurais pu parler, mais c'est Monster Seafood Wars du réalisateur de Calamari Wrestler. Ben lui, il est sur demande, donc vous pouvez le regarder à toute heure du jour ou de la nuit. Jusqu'au 2 septembre. Ouais. Parfait. Merci, Nicolas. Jusqu'à temps que les billets soient écoulés. Merci, Nicolas. Parfait. Bye. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est une bande dessinée de Marvel Comics, X-Men Fantastic Four, écrit par le gars que je suis jamais capable de dire son nom, Chip Zdarsky. Il y a comme un D ou un Z de trop, là. Je suis pas capable de dire son nom. Et dessiné par Terry Dodson. C'est une bande dessinée 4 numéros.
Et là, c'est ça, je me suis demandé, quand je vous ai proposé la bande dessinée, si Marie-Lune et Laurent étaient des nôtres, qu'on avait parlé de la série de Jonathan Hickman qui a révolutionné l'univers des X-Men, parce que c'est une suite plus ou moins directe aux répercussions engendrées par cette série-là. Allez jeter un coup d'œil à cet épisode-là, c'était malade. On était avec Cliff Caporelli du Comic-Con de Montréal. Caporelli, ouais, c'est ça, une série qui a révolutionné l'univers des X-Men. Mais j'étais pas là, moi, je pense. T'étais pas là, mais t'en as entendu parler parce que me semble que t'étais au courant quand on a jasé ensemble. Oui, mais je pense que je l'avais lu, puis cette journée-là, je sais pas, j'ai pioqué, je pense. Là. Ça filait pas. J'avais mangé du poulet pas assez cuit. Il me semble que c'est ça l'histoire. J'étais pas au chaud. On va résumer rapidement c'était quoi l'histoire de cette bande dessinée-là pour amener à la série des X-Men. Donc, les X-Men tous les mutants qui restent sur la planète j'ai fondé une nation sur une île qui s'appelle Krakoa, qui est elle-même un être vivant, un mutant. Et ça a créé un nouveau statu quo sur la planète parce que sur l'île de Krakoa, il y a des plantes qui permettent de prolonger la vie, de guérir des maladies. Et les mutants ont proposé un pari, pas un pari, mais une entente avec l'humanité. Reconnaissez la nation de Krakoa comme étant un pays à part entière dédié aux mutants. Seulement les mutants peuvent y vivre. Et on va vous offrir les plantes, en échange. Et depuis, c'est ça, la série un peu de Jonathan Hickman se conclut là-dessus. Donc, les gens derrière l'État de Krakoa, donc Professor X, Magneto et d'autres X-Men, veulent rassembler les derniers mutants sur la Terre pour qu'ils se retrouvent au même endroit pour qu'ils vivent paisiblement et hors de tout danger. Or, il y a le fils de Mr. Fantastic dans les Fantastic Four, Franklin Richard, est considéré comme un mutant. Contrairement à ses parents, il a développé une mutation, il n'a pas reçu des pouvoirs. Et les X-Men débarquent à New York, débarquent chez les Fantastic Four pour essayer de convaincre le jeune Franklin Richard, qui est maintenant rendu un jeune adulte, de se joindre à eux. Et d'ailleurs, lui, ses pouvoirs il perd ses pouvoirs plus qu'il les utilise, donc il offre peut-être une possibilité de régler ce problème-là. Et là-dedans se mêle, comme n'importe quel bon conflit de super-héros, ils ne sont pas capables de s'entendre, mais il suffirait de se parler. Il y a du bon tapage de gueule qui se fait entre les X-Men et les Fantastic Four. Tout ça qui aurait pu être réglé autour d'un café, mais c'est pas ça qui se passe. C'est essentiellement X-Men Fantastic Four. Voilà. Comment tu as trouvé ça, toi, Laurent? On va commencer par toi. Je trouve que tu l'as bien formulé. En fait, j'ai aimé la forme de suite à House of X, Power of X qu'on a lu, de voir comment ça s'inscrit maintenant au sein des autres titres. Mais, comme tu viens de le dire, je voyais trop l'espèce de twist scénaristique de ça prend de la tapoche. Ouais. Je suis comme... je regardais ça, puis je suis comme, il aime beaucoup leur enfant, Franklin, il veut pas qu'il s'en aille, puis tout. Mais tout ce monde-là, ils se connaissent, là. Ça fait des années qu'ils combattent, ils sauvent la planète ensemble. Je suis comme, dans quel monde est-ce que ça escalade aussi vite, puis que ça se tapoche aussi vite sur des quiproquos comme ça? Je suis comme, j'y croyais pas, tu sais. Je suis comme, c'est ça, je voyais trop que, genre... on a appelé ça X-Men versus Fantastic Four. Fait qu'il faut qu'il y ait, comme tout le temps, une partie où ils vont se tapocher pour finalement se réconcilier. Il n'y a pas de VS, c'est une barre oblique. Mm-hmm. Mais anyway, c'est tout le temps ça. Ça prend un imbroglio pour que ça se tape dessus. Puis après, c'est comme, on aurait dû se parler avant. Voici un autre ennemi commun. Puis là, on lie nos forces contre lui. Je suis comme... encore ça, tu sais. Je suis comme... On dirait que ça m'a sorti de l'histoire, parce que je pense qu'il y a une bonne histoire à faire, tu sais, dans House of X, on voyait déjà les X-Men approcher Franklin et dire, tu sais, t'es le bienvenu quand tu veux, puis tout. Je pensais que ça allait revenir, mettons, dans les Fantastic Four, parce qu'il était là, tu sais, puis je trouve ça full intéressant que ce petit gars-là, qui est comme rendu... dans son adolescence, maintenant, c'est un des mutants les plus puissants de toute la planète, mais on sait toujours, son pouvoir est encore flou, mettons. Puis, tout ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'il l'utilise, ça ne revient pas à son plein potentiel jamais, tu sais. Mm-hmm. Ça, c'est une prémisse intéressante. Après ça, bon,
écoute, je suis tout le temps content de voir Dr. Doom. Ouais. Les sentinelles / Doombots, je trouvais ça nice. Ouais, les gros robots géants, j'ai pensé que tu allais aimer ça. Ben oui, mais c'est ça, tu sais, ça m'a un peu sorti. Mon suspension of disbelief, il a pas marché parce que je trouve que justement, ça escalade trop vite puis il aurait pu juste s'en parler comme du monde, tu sais. OK. Vas-y donc, on va y aller avec Marilyn. Toi, tu n'avais pas lu House of X, Power of X dans le temps. Je pense que tu venais moins au show. Ouais. Mais je trouve que ton expérience, même si tu ne l'as pas lu, est aussi intéressante parce qu'on parlait justement en première partie d'émission du fait que c'est difficile des fois de tomber dans le comic book parce qu'il y a il y a un bagage important, il y a un historique important. Fait que toi, en tant que lectrice qui n'a pas nécessairement lu les 2 autres titres auparavant, comment tu as trouvé ça? Oui, j'aime toujours mon avis de noob là-dedans. Mon premier commentaire est bon, je suis déjà perdu. Mais je suis allée lire un peu ce qui s'était passé précédemment. Je suis allée lire sur les personnages. De toute façon, je fais ça avec tout. Je google tout pour savoir dans quoi je m'embarque. Mais j'étais prête à embarquer, pas aveuglément, mais tu sais, à embarquer dans l'histoire, même si je connaissais pas tout à fait le background de tout le monde, même s'il y a certains liens qui me manquaient, certaines histoires qui me manquaient. Mais ce que Laurent a dit, c'est pas mal ça aussi. Je trouvais que ça tombait un peu dans la facilité. Tu sais, il est super beau, puis j'ai l'impression que parce qu'il était, tu sais, les illustrations étaient belles, c'était aéré, je suis arrivée avec l'appréhension que ça allait être plus profond peut-être que la plupart des comics. Fait que peut-être que ça m'a un peu déçue parce que c'était les mêmes clichés, tu sais, les origines, l'appartenance, la dualité entre les pouvoirs qui sont, tu sais, les gens qui ont le pouvoir à la naissance ou ceux qui les ont après, d'avoir des pouvoirs ou de vivre sa vie normale. Tu sais, il y a lui puis The Thing qui jasent en donné puis qui disent, ben, tous les autres ont la possibilité d'être normaux s'ils veulent, nous autres, on ne peut pas, c'est pas juste. On a beaucoup ça avec Spider-Man, souvent. Puis il y a aussi beaucoup j'ai aimé qui parle beaucoup de parentalité, par exemple, puis on parle dans certaines autres BD, mais là, c'était beaucoup plus. C'est le guilt du parent, on donne plein potentiel pour qu'il vole de ses propres ailes, des fois littéralement dans ces bandes dessinées-là, où on essaie de le protéger, contre lui-même, contre les méchants. Puis surtout à cet âge-là, je pense à n'importe quel adolescent qui pense qui a tout compris puis qui peut take on the world, un humain normal. Puis là, j'imagine même pas si tu as des pouvoirs, tu sais. Au moins, ça, ils ont touché à ça de façon un petit peu plus tangible que dans la plupart des bandes dessinées que moi, j'ai lues. Mais je trouvais que oui, ça tombait dans le cliché, que ça tombait dans la facilité. Il y avait un peu d'humour, mais moins que dans certaines bandes dessinées qu'on a lues il y a pas longtemps, fait que ça balançait pas assez. Il y a Wolverine qui fait une joke il dit une affaire genre « fuck yeah, Canadian Healthcare ». C'est un petit peu drôle. Ouais, surtout en ce moment, j'ai lu cette phrase-là. Je me ah ouais, fuck yeah, Canadian Healthcare. C'est comme yes. Mr. Fantastic est un Silver Fox maintenant. Personne ne m'avait averti. Ça fait mon affaire. Il a pas mal tout le temps été un Silver Fox. Ouais, mais avant, il mettait plus, c'était plus comme des waves sur les côtés, peu, là, avec les couleurs, c'était plus comme Jake, finalement. Oh mon Dieu! Oh boy, je suis pas prêt à ça. Puis il y avait, je trouvais que c'était un peu, on dirait qu'il reprenait un petit peu l'histoire, tu sais, de Mr. Burns qui essaie d'adopter Barb, puis comme, mais non, regarde, tes parents t'aiment plus. Ouais. Puis là, qu'il voyait ses parents, puis là, tu sais, que l'enfant y croit, puis je suis comme, sérieux, ben, pas dans les comics, là, tu sais. C'est pas crédible, mais c'est dans le facile aussi. C'est vrai qu'il a quand même fait un coup de cochon à son fils, Reed Richards, c'est-à-dire qu'il a mis un genre de contrôle parental sur son gène de mutant. Oui, c'est vraiment ça. De façon à ce qu'il ne puisse pas utiliser les portails pour aller sur Krakoa, mais bon, écoute. Mais c'est... Ça aussi, tu sais, je suis comme, bon, c'est vrai qu'il n'est pas, tu sais, c'est un gros nerd, là. Il n'a peut-être pas les habiletés sociales pour y en avoir parlé. Mais en même temps, c'est du parenting. Comme tu dis, c'est vraiment la meilleure analogie. C'est du parenting control. Si tu mets ça sur l'ordi de ton fils pour pas qu'il y ait dans certains portails.
c'est correct. Je veux pas qu'il y ait un Dr. Doom qui débarque chez nous et qui est comme hey, ta mère, elle t'aime pas, elle t'empêche d'aller regarder des affaires sur Internet. Viens avec moi, je vais t'en montrer plein d'affaires. No! No thanks! Ah, c'est là que tu as été. Hein? Je pensais pas que ça allait là. Ça allait aller là tout seul. Tout ça pour dire qu'il y avait des bonnes choses. Ils ont touché à des bons sujets, mais ça tombait effectivement dans la facilité et dans des tropes qu'on a vus plein de fois dans la bande dessinée. Il n'y avait rien de surprenant. Et oui, les batailles, ils étaient corrects, mais ça réglait rien. C'était un peu facile. Moi, c'était de la facilité dans l'écriture, je pense. C'est l'exemple parfait d'une série que la prémisse est plus intéressante que le rendu. Encore une fois, comme Laurent l'a dit tout à l'heure, c'était intéressant de voir comment les répercussions de la fondation de Krakoa allaient faire des vagues sur le reste de l'univers de Marvel. Parce que c'est souvent ça, Marvel, c'est pas juste de la tapoche. Là. Comme ici, d'ailleurs, c'est de voir comment telle action, tel récit impacte les autres personnages. Puis comment ces gens-là vont être affectés par telle décision qui a été prise, tel événement qui a eu lieu. Puis je veux dire, cette affaire-là de House of X, là, c'était un pas pire spectaculaire brassage de cartes aussi. Oui. Ça a vraiment changé le statu quo des X-Men de fond en compte. C'est pour ça que c'était intéressant. Ouais. Statu quo des X-Men, statu quo aussi des mutants à travers l'univers de Marvel. Donc, j'étais intéressé de voir comment... ce que je trouve intéressant, c'est que la série l'adresse. C'est que moi, en lisant House of X, Power of X, j'avais l'impression que les X-Men, surtout les leaders des X-Men, les leaders de Krakoa, notamment Xavier, est devenu un être un peu qui s'est éloigné de ses idéaux. Il est devenu arrogant dans sa quête à vouloir fonder une nation mutante. Et il s'est adressé à plusieurs reprises dans les 4 numéros. Donc, quand on parle de Krakoa, quand on parle de la fondation d'un État, quand on parle de comment les X-Men se comportent et se portent devant les autres personnages super-héros de l'univers de Marvel et qu'on dit, ben Xavier, votre gang, vous êtes rendu une gang de... Vous levez le nez sur le reste de l'humanité. Je trouvais ça intéressant parce que c'est un feeling que j'avais, c'est un sentiment que j'avais en lisant House of X, Power of X. Donc, il y a eu comme une confirmation de biais cognitif là, qui s'est opérée en lisant les Fantastic Four. Mais après, l'histoire comme telle où Franklin part avec sa sœur, essaie de rejoindre Krakoa de son propre gré, mais surtout dans une mission de sauvetage, elle finit sur l'île de Dr. Doom, qui est finalement l'île de Dr. Moreau version Dr. Doom. Puis là, il y a une confrontation finale entre les X-Men et les Fantastic Four. Tout ça, j'aurais pu caler les shots puis les beats, puis c'est allé nulle part. C'est allé exactement où je pensais que ça allait aller. Mis à part la séquence finale où Xavier et Magneto débarquent chez les X-Men, les Fantastic Four semblent être là pour finalement, tout est correct, on va, la hache de guerre est enterrée, mais efface de la mémoire de Mr. Fantastic la fameuse formule qui a permis de masquer les gènes de son fils, qui potentiellement peut aussi retirer le gène mutant, donc effacer la race mutante des X-Men ou des mutants de l'univers de MCU. Ça, c'est une violation que Xavier n'aurait jamais faite auparavant. Non. Puis, je suis comme pas encore habitué de le voir de même. Puis ça, c'est le moment où je fais « Oh, holy shit, OK, on est là. » Mais mis à part entre le début, donc la prémisse, puis la fin, tu sais, comme au centre, là, je suis sûr que c'est une série que j'ai oubliée d'ici 2 mois, facilement. Je me demandais justement où est-ce qu'il s'en allait avec ça, parce que ça avait l'air malin de sa part. Puis là, je me suis dit, j'aime penser qu'il y a une bonne raison derrière ça, tu sais, mais ça sonnait effectivement comme de l'arrogance, tu sais. Le personnage est écrit comme ça depuis la run de Jonathan Hickman, dont on a parlé avec Cliff. Oui, mais c'était expliqué pas négatif, par toutes les timelines. Là, c'était qui? C'est Moira McTavish? Là? Oui. Dans le gros trade qu'on avait lu, c'était expliqué qu'il en arrivait là parce qu'il avait tout essayé le reste, la version empathique puis tout, puis là, c'était comme rien n'avait jamais marché, fait que là, c'était ça la bonne solution, mettons, Fait que je pense qu'il a perdu ses idéaux de communion avec la race humaine à ce moment-là, ce qui fait que oui, potentiellement, ça peut être très dangereux, mais je serais pas surpris que ça nous amène d'ici 3-4 ans à une espèce de gros
event crossover où c'est tout le monde contre les X-Men, là, ou Ouais. genre, tu sais, mais... Puis Krakoa, puis on en parle dans la bande dessinée, puis c'est là où je me demandais à quel point, tu sais, Marilyn, tu étais au courant de ces événements-là, mais on parle souvent de Genosha. Ben, Genosha était l'idée sur laquelle Krakoa s'est basée. Ok. C'était une nation de mutants, c'était une île, puis elle s'est fait complètement bombarder, puis il y a eu des milliers de morts mutants. Tu sais. Mhm. Ils font toujours la comparaison de Krakoa puis Genosha. Puis même là, on le sent. Les héros en parlent, les personnages en parlent. Ouais. On s'attend à une confrontation. Ça va mal finir à un moment donné. On est déjà en train de caler les shots par rapport à une confrontation entre whatever, l'humanité, les mutants, le reste de la communauté des héros, je ne sais pas. Mais cette série-là, ça plus à ça que d'autres choses. C'est une balise dans l'histoire qui va nous amener à cette conclusion qui, éventuellement, va voir le jour. Puis, tu sais, peut-être ça sert aussi à éventuellement amener Franklin en dehors des Fantastic Four, puis d'en faire un X-Men à plus long terme, puis qu'il y ait plus ces histoires là-dedans, parce que là, dans les Fantastic Four, là, c'est ça, ils cherchent un peu leur voie avec les kids en ce moment, puisqu'ils sont super brillants, ils ont des gros pouvoirs, mais c'est pas sur eux, le titre, mettons, tu sais. Mm-hmm. Surtout Ouais. depuis la fin de... juste une prémisse. Ouais, c'est ça, ça peut... Il y a peut-être bien des plans en dehors de ça, là. Marilyn a parlé tantôt de l'art de Terry Dobson, puis c'est vrai que par moments, je trouvais ça beau, mais quand tu regardes davantage, ça a l'air d'une BD qui est rushée. Il y a des bouts, là, vous regarderez là, le coup de Invisible Woman, là, Sue Richards, il est comme fucking... Il est grand, là, il est long, ça n'a pas rapport, c'est impossible. Non, mais ça, c'est parce qu'ils ont établi qu'elle a commencé à prendre des gènes de Mr. Fantastic, puis elle commence à s'étirer. Quoi? Non, je dis de la shit. Mais c'est ça, tu dis de la bullshit. Mais non, mais elle est comme wavy. Non, mais je me suis posé la question parce que sur le coup, j'ai cru que le coup était celui de Mr. Fantastic. Puis il y a plein d'autres moments comme ça au niveau de la coloration où on va mettre du bleu jusqu'ici. Là, pour les gens à la maison, on ne le verrait pas, là, mais on va mettre du bleu de l'uniforme jusqu'à la mâchoire. On dirait que ça a été fait, rapidement. Oh, j'ai peut-être pas remarqué. Mais leur uniforme, ça fait longtemps au Fantastic Four qui monte bien serré au cou, par exemple. Oui, mais là, c'est clairement un manque d'observation de la part du coloriste quand tu regardes la bande dessinée. Sinon, tu sais, j'ai pas remarqué, mais Terry Dodson, c'est tout le temps élégant, je te dirais. Là. Surtout les visages. Ouais, c'est très... il a fait des BD de pin-up un peu coquines, là, puis c'est ça. Ça a ce feeling-là, mais avec des gros robots. Oh! I'm in! Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Moi, j'ai quand même apprécié qu'il y ait une discussion où ce que... C'est-tu Franklin qui adresse ça ou avec The Thing, où il est comme, voyons donc, c'est-tu un hasard que, genre, c'est le plus grand scientifique au monde, puis les deux seules affaires qu'ils sont pas capables de régler, c'est toi puis moi, tu sais? Ouais, puis qu'il dit, on est qu'il y ait de quoi d'inconscient, tu sais, c'est ça? Parce que ça fait des années que c'est un peu weird, puis que, tu sais, tout le monde l'accepte parce que c'est de même que la série fonctionne, mais c'est vrai que ça fait des années que Reed Richards n'arrive pas à guérir The Thing de son pouvoir et de le rendre humain, tu sais, alors qu'il est capable de te chier n'importe quel gizmo en dedans de 2 secondes qui peut faire n'importe quoi, là, créer des dimensions, puis whatever, tu sais. Ouais, dans ça, le temps. il n'est pas capable, tu sais. Mais fait que je trouvais ça intéressant quand même d'émettre la supposition que il y avait peut-être une part de non-volonté, consciente ou pas, dans cette histoire-là. Je trouve ça quand même intéressant au niveau... Oui, c'est un concept intéressant. OK. T'avais quelque chose à rajouter, toi, Marilyn? On l'a perdu. Moi, je pense qu'on l'a perdu. Ou a fait dodo, puis les yeux fermés. OK, ben écoute, on va finir là-dessus. De toute façon, je pense que c'était pas un grand numéro. C'était 4 singles réunis dans un trade qui va être disponible en septembre. Donc, ça s'en vient si vous êtes intéressé, si vous suivez les Fantastic Four depuis
un certain temps. Ça, c'est une question de temps avant de mettre la main sur le trade. Ouais. En même temps, j'ai l'impression qu'on a été full négatif, mais j'ai quand même eu du fun. C'est juste que ça réinvente rien. C'est ça. Moi non plus, j'ai pas détesté. J'ai trouvé ça convenu et ordinaire, mais j'ai pas détesté mon expérience. Surtout, je pense, parce que c'était court. Marilyn qui vient de m'écrire en privé en disant que son électricité a été coupée. Son électricité a été coupée, donc c'est pour ça qu'on l'a perdu. Bon, regarde, on arrive à la fin de l'émission. OK, c'est bon. Sinon, bon, écoutez, on se voit mercredi pour les membres Patreon. Mercredi le 19 août pour notre écoute programme double. Sinon, quoi d'autre? Ouais, c'est ça, j'en ai parlé tout à l'heure à Marilyn, mais sans en parler parce que même elle n'est pas au courant, mais je vais avoir une belle annonce à vous faire dans les prochaines semaines. Quelque chose de le fun qui s'en vient pour nous autres. Merci à tous ceux et celles qui nous suivent malgré les circonstances qui ne sont pas idéales. Je sais que faire un podcast par Zoom, ce n'est pas la meilleure des choses, mais vous avez été au rendez-vous et vous continuez à l'être. Et je suis sûr qu'en automne, en hiver, quand vous n'avez rien d'autre à faire, vous allez être encore là. Tyrolienne 2021! Et ouais, on va mettre un peut-être là-dessus. Oui, sinon, allez, c'est ça, je suis un coup d'œil à l'entrevue avec Nicolas Archambault pour les gens qui écoutaient en live. Je vais vous amener des entrevues probablement avec d'autres programmateurs de Fantasia dans les prochaines semaines. OK, merci tout le monde. Faites attention à vous autres. Bye bye.